Bonsoir à tous, bonsoir et merci d'être présents ce soir pour la 16e édition des Trophées des maires de la métropole de Lyon et des intercommunalités organisée par le Progrès en étroite collaboration avec l'association des maires du Rhône, l'AMF 69. Cet événement met à l'honneur l'engagement et le travail des élus locaux au service de leurs administrés. Ce soir, nous mettons en lumière des initiatives et des projets innovants portés par les collectivités dans des domaines variés et essentiels au dynamisme de vos territoires. Au total, 8 collectivités seront récompensées, l'occasion d'un véritable moment de partage entre élus, partenaires publics et privés, ainsi que tous les acteurs engagés au cœur de la vie locale. Avant de commencer, place à une table ronde sur la thématique de l'environnement. Elle promet d'être riche d'enseignements. Elle est animée par Jim Gassman, journaliste au Progrès. À ses côtés, Claire Peigné, présidente de l'Association des maires du Rhône, Jérôme Moroge, maire d'Oulin-Pierre-Bénite, et Mohamed Boudjelaba, maire de Givors. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde consacrée donc à la thématique de l'environnement. Quels enjeux pour les communes, quels investissements, quelles difficultés. C'est un très vaste sujet qu'on va aborder là, très vaste mais crucial. Je l'aborderai ainsi en citant une étude lors des dernières élections municipales en 2020. La thématique de la protection de l'environnement, elle se classait en 2e position parmi celles qui comptaient le plus dans le vote des Français interrogés. C'était une enquête de Harris Interactive pour RTL. En première position, c'était les impôts locaux, évidemment. Ce qui est certain, c'est que la préservation de notre environnement, les défis que représentent l'adaptation et l'atténuation du changement climatique, et derrière cela, la protection de la santé de tous, c'est un sujet central, essentiel, structurant, de plus en plus urgent, auquel les maires sont confrontés, souvent en première ligne. Parfois aussi sans avoir les armes nécessaires à une action efficace. L'environnement, c'est un sujet protéiforme, on le retrouve dans les politiques du quotidien, mais aussi de plus en plus dans la survenue d'événements soudains, subis, parfois immédiatement identifiés comme graves, parfois un peu plus pernicieux dans leurs effets et leurs dommages à long terme. Alors autour de cette table, pour en parler, j'ai avec moi des maires qui sont directement confrontés à ce genre d'événements sérieux, parfois potentiellement dévastateurs pour la santé de leurs administrés. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle comme à Givors avec les inondations et notamment la crue impressionnante du Gier il y a quasiment un an, c'était le 17 octobre 2024, qui a fait des centaines de foyers sinistrés. Avec nous pour en parler, nous écouterons le maire de Givors, M. Mohamed Boudjelaba. Bonsoir. Nous parlerons aussi pollution, celle des PFAS, ces polluants éternels qui sont rejetés par des industriels qui dégradent l'état des sols, de l'air, de l'eau à Oulin-Pierre-Bénite et ses environs. Nous évoquerons 7 exemples avec Jérôme Moroge. Bonsoir. Et puis autour de cette table, Claire Peigné, maire de Morancé, présidente de l'Association des maires du Rhône. Bonsoir Claire Peigné. Ma première question, elle sera pour vous. Vous le répétiez en préparant cette table ronde. Agir sur l'environnement, c'est agir sur la santé des habitants, leur protection. Quelle place ça prend aujourd'hui dans l'action des maires au quotidien et dans leur projection à plus long terme ? Bonsoir à tous et à toutes. Alors, la question de l'environnement, c'est une question qui n'est pas nouvelle pour les élus, puisque dans l'histoire de l'Association des maires de France, on retrouve déjà l'élaboration d'une charte pour l'environnement dès 2007, qui faisait suite à des travaux concertés de l'ensemble des élus du territoire national. Et en fait, on retrouve dans cette charte les
les 6 points fondamentaux qui guident au quotidien l'action des maires, effectivement avec peut-être pour finalité la santé de leurs habitants, mais il y a aussi une question de responsabilité des maires, et je pense que mes collègues en parleront mieux que moi, de responsabilité de protection des biens et des personnes. Et aujourd'hui, avec des circonstances climatiques qui peuvent devenir exceptionnelles, mais qui peut-être ne vont l'être de moins en moins exceptionnelles, en tout cas exceptionnelles par leur intensité, effectivement appellent à réfléchir sur des actions de court terme et des actions de long terme sur l'ensemble de nos territoires. Quelles sont les difficultés que vous voyez ressortir dans l'action des maires? Vous me parliez notamment du dialogue avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Effectivement, je pense que ce soit sur une question sur le long terme ou une gestion de crise, il faut avoir autour de la table l'ensemble des acteurs. Nous devons nous appuyer à la fois sur les services de protection quand on est confronté, comme notre collègue de Givors, sur des circonstances exceptionnelles, mais sur le long terme, nous devons aussi travailler avec les associations, avec les acteurs de l'État, avec nos habitants, parce que nous avons des messages à faire passer. Nous devons travailler avec nos parlementaires sur des textes qu'il faut adapter à chaque spécificité locale. On ne doit pas se contenter de textes, on va dire, de cadrage global. Chaque territoire a sa spécificité. Donc effectivement, savoir mettre les bons interlocuteurs autour de la table, et je dirais même savoir les faire intervenir au bon moment. On va parler de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Comment on agit? Comment on déclenche les bonnes actions au service de nos habitants quand on est confronté à des communes complètement dévastées par des inondations, des incendies ou des tempêtes, ou on le cite peut-être plus rarement en ce moment, mais ça existe, les mouvements de sol liés au retrait gonflement des argiles. Donc oui, effectivement, le maire, il est là à un moment pour dire qui prend les décisions. J'alerte. On est des lanceurs d'alerte, mais aussi maintenant, on doit être en capacité de répondre à nos habitants. Voilà ce qui va se passer, voilà l'ordre et voilà les garanties que nous vous donnons. Oui, parce que quand je disais que le maire est en première ligne, son rôle, ça va être d'accompagner les populations qui sont confrontées à ces événements-là. Et c'est aussi une difficulté majeure parfois de savoir comment les accompagner efficacement, comment les orienter. Alors, je pense que quand on est sur une situation de crise, le maire est toujours le premier interlocuteur de ses habitants. Et je pense que les maires maintenant, avec l'ensemble des services, et puis l'État, et puis le SDMIS, enfin pour notre territoire, on sait se coordonner autour d'un plan communal de sauvegarde et d'actions concrètes. Je pense aussi que le défi aujourd'hui qu'ont les maires, et peut-être dans le cadre de 2026, cette question de l'environnement, c'est une question partagée. Et ça commence à l'école, ça commence avec nos habitants, ça commence avec le respect de certaines... comment dire? Je veux dire, je vais vous parler d'un terme qui plaît pas forcément, mais la délinquance environnementale. Enfin, je vais vous donner un chiffre, on en a parlé tout à l'heure en préparant. Les infractions liées au dépôt sauvage, c'est impressionnant. Le chiffre a augmenté de 85% entre 2017 et 2021. L'environnement, ça commence aussi par ça. C'est-à-dire, quels moyens avons-nous pour lutter contre ces déchets sauvages qui, dans certaines communes, sont carrément des déchetteries à côté de la déchetterie. Enfin, je sais qu'on a des maires qui sont confrontés à ces sujets-là avec nous ce soir. Donc, il y a aussi une prise de conscience collective. Parce que l'environnement, ça n'est pas simplement un effet d'annonce, ça n'est pas simplement des textes, c'est aussi au quotidien comment le maire peut-il protéger son environnement, les ressources en eau, l'air, parce que tout ça, ça a un impact sur la santé et ça a aussi un impact sur les finances des communes. Voilà. Monsieur Boudjelaba, je me tourne vers vous pour illustrer très concrètement ces difficultés évoquées par Claire Peigné. Votre commune, depuis 2020, elle a été confrontée à 5 reconnaissances d'état de catastrophe naturelle. C'est bien cela? C'est tout à fait ça. À la fois sécheresse, inondation, donc et vent violent. Et ben
Alors, par contre, on ne vit pas de la même manière l'état de catastrophe naturelle. En fait, les inondations, c'est quelque chose. La sécheresse, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on a plutôt nos concitoyens qui nous sollicitent, qui nous demandent de déclarer à la commune, en tout cas auprès de la préfecture. Et là, ça met un temps long. En fait, c'est juste un courrier que je fais en déclarant la commune, en demandant au gouvernement qui accepte à ce que notre commune soit en catastrophe naturelle. Ça met des mois avant d'avoir la réponse, mais par contre les inondations, c'est autre chose, c'est visible, c'est concret, ça marque tout de suite et il faut être présent là tout de suite au moment où les choses se font. Je voulais juste dire que la façon dont on vit une catastrophe naturelle telle une inondation, c'est très particulier en fait. Moi, ce que j'ai en mémoire, c'est effectivement de la pluie. J'arrive au bureau à 8 heures. À 8 heures, il n'y a rien qui me dit que j'allais être en catastrophe naturelle, surtout que il n'y a pas eu d'alerte spécifique de la part des dispositifs, ni de la préfecture. Et à 9h30, j'ai mes services qui viennent me dire, ben voilà, écoutez, monsieur le maire, il faudrait peut-être se mettre déclencher le PCS. Et là, vous êtes tout seul en disant, ben, vous déclenchez le PCS, ça veut dire que vous allez fermer un centre commercial, donc vous allez arrêter des activités, vous allez changer tout le quotidien de la population et des élèves. Le PCS, pour ceux qui... Le plan communal de sauvegarde, pardon. Et là, pour le coup, je vous assure que vous dites, est-ce que je vais prendre la bonne décision ou pas? Vraiment, et puis il y a les services qui vous disent, bah, écoutez, ça serait bien de prendre... Et là, je déclenche le PCS. Sans savoir si la préfecture avait déclenché son COD. Et à ce moment-là, tout se met en branle. Et je voulais remercier, pour le coup, là, vous avez parlé du SDMS. Et ben effectivement, heureusement qu'il y a les pompiers, heureusement qu'il y a la sécurité civile. Parce qu'au moment de l'inondation, tous ces moyens-là, nous, on ne les a pas. Et de mettre tout le monde autour de la table, c'est très important pour un maire, pour aider à prendre des décisions. Et c'est la chose la plus importante que j'ai au moment de déclencher tout ça, d'avoir tout ce monde autour de moi. Alors, je le dis ici, peut-être un peu tranquillement, mais j'avais fait des exercices quelque temps auparavant, des jeux de rôle, notamment à déclencher le PCS. Et alors, pour être sincère avec tout le monde, j'y croyais pas vraiment. Je disais, c'est quoi cette bêtise quand même? Alors j'avais le DGS qui me parlait sur un ton bizarre, j'avais le pompier qui me parlait, j'ai dit mais ça ne sert à pas grand-chose. Et au final, non, ça nous aide vraiment, ça m'a vraiment aidé à prendre les bonnes décisions. En tout cas, je pense avoir pris les bonnes décisions au moment où ça s'est produit. Et faire ces exercices en amont, que ce soit risque technologique, en tout cas ce que j'ai fait, risque technologique, risque inondation, ça m'a permis à essayer de prendre les bonnes décisions parce qu'au final, il n'y a pas que les inondés qui sont... il y a aussi les naufragés de la route, il faut gérer aussi les déplacements, il faut gérer les lycéens, les collégiens, les écoliers, faire en sorte que les parents ne viennent pas. Bref, mettre en sécurité tout le monde, les biens et les personnes. Et ensuite, il y a à gérer la décrue. Et là, on passe dans une autre phase. Ça veut dire que là, il faut gérer le nettoyage de la ville et puis accompagner nos concitoyens. Et c'est là où vous voyez c'est là où on voit nos concitoyens. On ne les voit pas forcément pendant l'inondation, en tout cas on les évacue, on voit très peu de monde. Mais au moment de la décrue, au moment où il faut revenir nettoyer les habitations, et là vous voyez la désolation de votre ville, et là il faut reconstruire, il faut accompagner. Et là vous êtes pas à portée de baffe, mais vous êtes à portée de pleurs, vous êtes apporté, vous dites comment je peux aider, comment je peux accompagner. Et là, ça devient difficile parce que vous n'avez pas franchement beaucoup de moyens à accompagner les habitants, ne serait-ce qu'à leur dire vos déchets, vous les mettez devant et nous, on va les récupérer. Et là arrive une autre étape. Et là, et c'est là où j'ai sollicité, en tout cas, beaucoup de mes confrères et consoeurs pour dire j'ai besoin d'être aidé, parce qu'il faut être aidé, parce que si on veut nettoyer la ville assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi un tas dans Givors de plus de 8000 m3 qui est resté pendant 3-4 mois. Et les moyens de la métropole aussi, parce que c'est eux qui les ont, c'est pas moi en tant que maire. J'ai très peu de moyens au final pour remettre en état la ville. Donc voilà, c'est ces étapes-là. Et puis il y a cette reconstruction qui est lente au final. Elle n'est pas si rapide, notamment en termes d'inondation. Ça veut dire que on a remis en état à peu près la ville sous 10 jours.
Et ensuite, il y a les histoires d'assurance, les problèmes assurantiels. Moi, j'avais écrit à l'ensemble des groupes parlementaires pour leur dire, écoutez, voilà, la ville n'a pas les moyens de traiter les déchets. Et aujourd'hui, ces déchets, en fait, c'est des déchets de particuliers. Et donc, au final, c'est les collectivités qui ont payé. Ça veut dire entre la métropole et la ville, il y a eu pour plus de 600 000 € de traitement de déchets. Donc, c'est pas rien. Donc, j'ai demandé à ce que peut-être que les assureurs prennent une grosse partie en charge de cette somme-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que la loi ne le permet pas. Bref, en tout cas, ça fait partie des choses, des réflexions dans le cadre des inondations. Il y a le traitement des déchets qui est porté par les collectivités, mais ce n'est pas des déchets publics, c'est des déchets privés qui sont notamment régis par les assureurs et leurs assurés. Bon. Et puis il y a aussi les dégâts de la ville aussi, parce que la ville, c'est comme un citoyen. On a des équipements. Moi, j'ai un gymnase, j'ai eu pour à peu près 2 millions d'euros de dégâts, et j'ai été remboursé à hauteur de 1 million d'euros. Et j'ai dû prendre un expert de l'assuré. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire de prendre un expert de l'assuré parce que vous avez vos services qui ne sont pas spécialisés dans la relation avec l'assurance. Donc pour aller chercher, en tout cas, le maximum de financement. Donc nous, on a eu la chance d'avoir une assurance avec qui les choses se sont bien passées. On a signé un protocole d'accord. Donc, mais il reste quand même 1 million à la charge de la ville. Donc, et c'est comme ça, c'est toutes ces petites choses-là qui font que ça devient compliqué. La ville de Givors, c'est à peu près tout compris avec les commerces, les habitations, la ville, la métropole. On a un chiffre qui est à peu près entre 150 et 200 millions d'euros de dégâts. Donc c'est énorme. C'est énorme comme dégâts. Et donc il faut reconstruire, il faut accompagner les habitants dans leur malheur, parce que c'est vraiment, même aujourd'hui, il y en a beaucoup qui en parlent avec beaucoup d'émotion. Et puis c'est d'être là en disant il faut reconstruire. Et reconstruire, c'est aussi expliquer aux gens qu'il faut vivre avec ça. Moi, c'est aussi de faire de la prévention, c'est aussi de faire de la médiation, dire que il n'est pas possible que le risque zéro n'existe pas. Le changement climatique est là. Aujourd'hui, on a des épisodes cévenols de plus en plus importants. Aujourd'hui, le temps de Marseille, le temps du Sud arrive sur Lyon. Donc, il est important d'expliquer à nos concitoyens qu'il va falloir vivre avec ce risque. Oui, vous voulez peut-être poser des questions. Je suis parti dans non, c'est passionnant, mais effectivement, voilà, j'essaie. Moi, je suis bien. C'est très bien. Vous avez tout à fait raison. Le risque zéro n'existe pas. Néanmoins, il y a des efforts et de l'argent à mettre pour que des fonds à débloquer pour réduire ce risque, réduire les effets possibles de ce genre de risque, de catastrophe naturelle qui peut devenir de plus en plus prégnant ici chez nous. Et il y a une chose, c'est on va quand même rappeler à notre auditoire qu'il n'y a pas eu de mort ce jour-là à Givors. Il y aurait pu, mais il n'y en a pas eu. Au moins, on a eu de la chance. On n'a pas été dramatique de ce point de vue-là. Il y a eu énormément de dégâts, comme vous l'avez signalé. Givors, c'est un peu un cas d'école parce que depuis 2021, il y a des études sur le GIE. Et ma question, elle sera simple. Qu'est-ce que vous voyez avancer en termes de travaux, prévention, pour s'adapter à ce risque-là et faire en sorte que, même s'il ne redescende pas à zéro, il soit le plus minime possible? Alors, certains de mes collègues connaissent les questions, les papilles, connaissent. Nous, on a un syndicat qui s'appelle le SIGRE, le syndicat giraudanien, qui gère notamment la question du GIE. Je rappelle juste que Givors a eu une double inondation, ça veut dire à la fois par le GIE et par le Garonne. Aujourd'hui, on a des études, non pas qui ont commencé en 2021, mais qui ont commencé il y a déjà plus de 10 ans. C'est un accord entre les collectivités, la métropole et l'État. Donc d'avoir un plan qui soit accepté par tout le monde. Et aujourd'hui, si je veux protéger la population d'une crue dite une Q100, une chance sur 100 qu'elle se produise, il faut 90 millions d'euros. Et aujourd'hui, on a toutes les études qui sont menées. En fait, aujourd'hui, on s'est arrêté un peu au milieu du gué parce qu'aujourd'hui, le bénéfice-risque, la méthode de calcul de l'État a changé. Notamment, l'Agence de l'eau devait financer à hauteur de 80%. Aujourd'hui, l'Agence de l'eau ne finance plus à hauteur de 80%. Donc, il faut aller trouver l'argent. Et aujourd'hui, on en est là.
Ça veut dire aujourd'hui, on en est à aller trouver l'argent et être d'accord sur la question du bénéfice-risque de l'étude qui a été produite par le SIGRE. Et donc, ça devient très compliqué. Mais en même temps, les services de l'État essayent de trouver des solutions, mais avec la métropole ou bien avec le SIGRE et même les services de la ville. Mais aujourd'hui, on en est là. On en est que trouver 90 millions d'euros. Aujourd'hui, j'ai pas d'accord tacite écrit sur un bas de page de la part de l'État, comme quoi ils vont mettre de l'argent sur la commune. En tout cas, on n'a pas encore cet accord-là. On a un accord de principe de la part de la métropole, de mettre un peu d'argent sur le territoire, notamment concernant les travaux. Mais pour l'instant, on n'a pas tout le monde autour de la table. Et c'est des sommes importantes. Et aujourd'hui, trouver 90 millions d'euros, ça devient très compliqué. Merci, Monsieur Boudjelaba. Monsieur Moroge, je me tourne vers vous pour évoquer la question environnementale sous un tout autre aspect, beaucoup moins visible, beaucoup moins spectaculaire, mais pas moins dangereux pour la santé, coûteux pour la société également. La pollution, et plus particulièrement chez vous, ici, à Pierre-Bénite, cette pollution au PFAS, c'est un mot qui commence à rentrer dans l'esprit de chacun. Les polluants éternels, on les appelle. Ça fait maintenant 3 ans que la réalité et l'ampleur de cette pollution est révélée au grand jour, à la faveur d'une enquête journalistique. Les études se multiplient pour en prendre la mesure la plus juste. Et vous, en tant que maire, justement, comment on prend la mesure de cette problématique qui touche, alors pas seulement Oulin-Pierre-Bénite, une zone plus large autour de la vallée de la Chimie, mais dont vous êtes en quelque sorte l'épicentre? Oui, alors tout d'abord, permettez-moi quand même de vous souhaiter la bienvenue à Oulin-Pierre-Bénite, dans cette maison du peuple de la commune déléguée de Pierre-Bénite, qui elle-même fait partie d'Oulin-Pierre-Bénite. Même si ça fait toujours un peu bizarre d'être à la gauche de Mohamed. Moi, je suis ravi d'accueillir tout le monde. Et j'en remercie les organisateurs. Je le taquine, on est sur la même CTM, c'est pour ça on peut se permettre. Ouais. C'est bien d'être à gauche aussi. Absolument. Les PFAS. Oui, tu as raison, Claire. Et oui, parce que Givor pourrait parler un peu des PFAS, parce que c'est une catastrophe de plus. Non, c'est pas facile. Effectivement, quand tout ça vous tombe dessus, c'est pas forcément évident. Vous retrouvez, mais je vais reprendre ce que j'ai entendu précédemment, c'est que on se retrouve effectivement très seul face à un sujet qui nous dépasse quand même très largement et dont on n'est pas certain de pouvoir apporter des réponses. Enfin, on est même sûr que les réponses, on ne les a pas. Juste peut-être en 2 mots, on avait conscience quand même qu'il y avait un sujet perfluoré, sauf qu'avant que tout ça ne soit vraiment relayé de façon très forte d'un point de vue médiatique, il n'y avait pas de réponse de la part de l'État et d'autres organismes, puisque suite à un film documentaire aux États-Unis, Dark Waters, qui a révélé ce type de problématique, mais de façon beaucoup plus importante sur les États-Unis, j'avais écrit à l'État et à d'autres organismes, à la métropole, en disant écoutez, moi, il me semble quand même que sur Arkema, il y a un sujet perfluoré. Et à l'époque, la réponse de l'État notamment, c'était de dire il n'y a pas de normes en France, donc il n'y a pas de sujet. Ouais. Donc, juste pour préciser, Arkema, c'est l'une des 2 sociétés sur le territoire de votre commune, avec Dekin, qui produisait avec usage de perfluoré, qui en rejette donc dans l'environnement alentour. Qui rejetait des perfluorés, notamment dans le Rhône, et puis aussi dans l'atmosphère. Voilà, donc tout ça pour dire quand même que, vous voyez, on se heurte quand même très rapidement aussi, parfois à la réponse d'autres organismes, et notamment de l'État, et contre lequel on a quand même bien du mal à avancer. Et puis voilà, tout ça est arrivé au niveau des médias, un grand boom, et suite à cela, on a vu quand même petit à petit l'État venir finalement apporter son soutien aux communes. Alors je parle des perfluorés, mais on pourrait être un certain nombre dans cette salle à en parler, puisque oui, vous l'avez dit, nous avons déposé à l'époque, c'était encore Pierre-Bénite, tout de suite une plainte au pénal, mais très rapidement nous avons été rejoints par des dizaines et des dizaines de communes. Il y a plus de 40 communes coplaignantes
concernant la pollution au PFAS. Et ça, c'est assez unique quand même, hein, au niveau national, de réussir à s'entendre tous ensemble. C'est 40 communes, avec des syndicats aussi intercommunaux, enfin des EPCI et des syndicats des eaux qui représentent en réalité 150 communes, un territoire qui va bien au-delà de la métropole, bien au-delà du Rhône, puisque nous allons aussi jusqu'au Nord Ardèche. Puis c'est pas seulement des communes, il y a des associations, des collectifs qui sont associés à cette plainte collective sans précédent en France presque. Comment on s'accorde ensemble quand on n'est pas forcément de la même couleur politique, quand on n'a pas l'habitude de dialoguer avec ces collectifs naissants parfois qui sont créés avec cette affaire? Comment on se coordonne et comment on agit collectivement efficacement? Mais en réalité, en tout cas avec les communes, on arrive facilement à se coordonner parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Et à un moment, sur des tas de sujets, finalement, au quotidien, on échange. On n'attend pas forcément la création du nouveau schéma ou de la nouvelle charte pour apprendre et savoir travailler ensemble. Ça, c'est quand même important de le rappeler. Après, oui, effectivement, on s'organise rapidement et petit à petit, on agrège les uns les autres pour se réunir, pour essayer d'aller chercher de l'information. Certains sont davantage touchés sur l'eau potable, d'autres sur des rejets atmosphériques. Voilà. Et puis, chacun vient avec son expertise, ou plus exactement avec son expert qui nous ramène finalement un avocat spécialisé en la matière ou un expert, un scientifique qui nous permet aussi collectivement d'avancer. Et petit à petit, on a monté ce collectif des maires qui donc a porté cette plainte. Et maintenant, nous sommes même sur la phase d'après où tous ensemble, nous avons réussi à mettre en place une étude d'imprégnation sur tout ce territoire qui va encore une fois jusqu'au département de l'Ardèche. Et donc le protocole scientifique a été validé, tout ça a été suivi par un certain nombre de prestataires et nous sommes maintenant 150 communes à lancer cette grande étude d'imprégnation pour obtenir une cartographie finalement du taux d'imprégnation en termes de perfluorés chez nos habitants. Voilà, donc on arrive à se réunir, alors que ce soit en visio ou en physique, pour avancer sur ces sujets finalement assez facilement, puisque, encore une fois, on peut le faire par ailleurs. Oui, vous aviez validé en juillet dernier, en conseil municipal, cette étude pour fournir, je cite, fournir des données objectives et localisées pour aider à la décision en matière de politique de santé publique. C'est-à-dire qu'on est encore en phase de recherche des conséquences concrètes, véritables, de cette pollution. Ça repose sur un panel de plusieurs centaines de personnes, pas seulement sur Oulin-Pierre-Bénite, mais plus largement. Vous travaillez avec un laboratoire, un institut de sondage, un biostatisticien qui doit garantir l'objectivité, la rigueur du projet. Vous avez quand même été critiqué au sein du Conseil pour une délibération, je cite, obscure, un échantillon trop faible et donc une rigueur scientifique sujette à caution. Et le terme d'opération de communication visant à montrer une municipalité proactive, mais simplement en termes de communication, a été employé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, alors je ne savais pas qu'on reprendrait les termes de mes opposants politiques, parce que c'est avant tout cela quand même. Écoutez, moi je ne sais pas si 150 communes ont décidé de faire une opération de com tout ensemble. La réalité, elle est là, et je crois que, encore une fois, et vous l'avez dit, au début, il n'y a plus de couleur politique quand il s'agit quand même de la santé de nos habitants. Et tous autant que nous sommes dans cette salle, me semble-t-il, nous avons toujours soutenu tout ce qui allait dans le sens d'apporter toujours un peu plus de connaissances sur le sujet. Et peu importe que telle collectivité soit finalement opposée sur d'autres sujets, là nous allons tous dans le même sens. Voilà, j'avais regretté effectivement les termes d'opposants qui... je dois vous l'avouer, s'oppose régulièrement quand même à tout ce qu'on peut proposer, et même sur ce sujet-là. Après, sur ce qui est de l'échantillonnage, et vous l'avez rappelé, oui, notre étude, elle portera sur 500 personnes tirées au sort. Vous savez, il y a une grande étude, l'étude Esteban, c'est une étude nationale,
C'est la seule étude en la matière. Sur l'ensemble de la France, l'étude a porté sur 1000 personnes. Vous voyez, donc nous sommes sur des chiffres tout à fait significatifs, en tout cas concernant notre plainte. Et encore une fois, eh bien, on transcende à peu près tout dans ces cas-là. Et vous le voyez, 150 communes, je ne crois pas qu'on ait jamais regardé la couleur politique des uns ou des autres pour avancer. Vous êtes en première ligne en tant que maire face à vos habitants par rapport à cela. Tout à l'heure, M. Boudjelaba disait qu'il était confronté, il était à portée de pleurs, de situations parfois dramatiques de la part de, enfin, vis-à-vis de ses administrés. Vous, c'est moins visible, c'est tout aussi grave, mais moins visible et différent. Quel rapport vous entretenez? Que demandent vos administrés quand ils viennent vous voir pour parler de ça? Est-ce que c'est un sujet quotidien ou plus diffus? Quels échanges vous avez avec eux et qu'est-ce que vous leur dites? Ça me semble parfois encore un peu plus compliqué que quand on a un autre type de catastrophe, puisque on peut répondre oui ou non, on sait à peu près où on va. Là, c'est pas toujours évident puisque bien souvent on vient vous poser des questions à laquelle on attend une réponse scientifique qu'on n'a pas. Et c'est vrai que là, c'est plus compliqué. Quand vous avez une maman qui vient vous dire « est-ce que je dois continuer à allaiter mon enfant ?» Évidemment que bien, c'est pas à moi, effectivement, d'apporter ce type de réponse. Oui, parce que c'est des questions très concrètes. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je peux manger les œufs de mes poules? Est-ce que je peux cultiver des légumes dans mon jardin à côté de l'usine? Et c'est dans ce type de situation que l'on aimerait davantage, finalement... soutenu notamment par les services de l'État. Mais j'entends que ce soit compliqué. Mais eh bien, il y a un moment, quand on vous dit, vous avez un parent qui vient et puis qui dit, mais mon fils, moi, il joue sur un terrain de foot, mais je crois savoir que dans le sol de ce terrain de foot, il y a des perfluorés, je vous demande de fermer tout de suite ce stade. Il en va de la santé de mes enfants. Bon. Évidemment que je crois savoir, d'après la littérature scientifique, que fouler un sol dans lequel il y aurait des perfluorés est sans commune mesure avec ingérer, boire de l'eau qui contiendrait des perfluorés. Et je pense qu'il vaut mieux continuer à faire du sport sur un terrain dans lequel il y aurait des nanogrammes de perfluorés que le fermer. Malgré tout, dans ces moments-là, j'aimerais quand même bien pouvoir bénéficier d'une réponse qui ne soit pas ni oui ni non de la part des services de l'État. C'est aussi un peu ça que l'on attend. Et j'avoue que là-dessus, c'est vrai qu'on est parfois un petit peu démunis. On l'est un petit peu moins aujourd'hui qu'on l'était au démarrage, où là, vraiment, je dois bien le dire, et ça me rappelle un peu la période du Covid, au début, on était totalement seuls et sans aucune réponse parce que voilà, les procédures prennent plus de temps souvent quand il s'agit des services de l'État, sauf que nous, au quotidien, c'est nous qui devons répondre aux habitants qui, dans les premiers jours, certains se lavaient plus qu'avec des bouteilles d'eau minérale. Donc, voilà, et il y a un moment, effectivement, il faut... on est en attente quand même d'éléments de réponse et de réponses précises, quitte à ce qu'elles nous déplaisent et qu'on nous dise sur cette situation, vous fermez ou on interdit. Mais la plupart du temps, encore aujourd'hui, c'est on vous recommanderait peut-être cela, mais sans certitude, donc à vous de décider. Merci, Monsieur Moroj. Claire Peigné, quel rôle a l'AMF dans ces échanges entre maires, cette solidarité qui se met parfois en place face à des événements qui se déroulent sur une commune ou une autre? Alors sur la solidarité, je pense que c'est un petit peu l'ADN de l'association. Comme vient de le dire Jérôme Moroj, on est sur des situations exceptionnelles, des maires engagés, quelle que soit la sensibilité politique, quel que soit notre territoire. Voilà, on est dans une solidarité et morale et opérationnelle aussi, et ça c'est très bien. C'est comme ça qu'on doit fonctionner sur le Rhône et la métropole de Lyon. Sur la question de comment l'AMF 69 accompagne les élus, je dirais qu'il y a un premier temps, mais qui a toujours existé, c'est la formation, l'information et la sensibilisation des élus qui ont mis en place depuis plusieurs années des politiques d'aménagement du territoire pour anticiper, préserver, protéger. Des initiatives quelquefois difficiles. On pense aux positions sur l'agrivoltaïsme. C'est
Les débats sont ouverts. On pense aussi à des efforts conséquents qu'ont fait des communes sur la revégétalisation des espaces verts, sur l'exemplarité en matière de construction, sur les réseaux de chaleur. On a plein d'exemples où on voit que les maires se projettent dans des actions sur le long terme pour agir sur les déterminants de l'environnement qui agissent sur la santé de nos habitants. Là où les deux témoignages de nos maires nous interpellent, c'est qu'on est face maintenant à des situations d'une gravité potentiellement très importante et dont on ne maîtrise pas la récurrence et les conséquences sur le long terme. Donc l'AMF propose bien sûr des formations. On a eu plus de 10 sessions de formation sur la question de l'environnement avec nos partenaires sur la réduction des gaz à effet de serre, sur la gestion des déchets, sur la mise en place d'un plan communal de sauvegarde, son suivi, mais puis aussi le financement, puisqu'il faut parler du financement, hein, le fameux fonds vert. Mais on voit aujourd'hui qu'on est face à un triple dilemme. C'est qu'on a une baisse des ressources naturelles. On a des conditions climatiques qui, malgré tous les experts qui sont interrogés, peuvent devenir du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, hein, ce que tu disais, complètement comment dire, inaccessibles à nos schémas de fonctionnement. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a aussi une augmentation de la vulnérabilité de nos populations et des conséquences sociales et économiques qui sont très importantes. Donc il y a tout ce volet-là aussi qui doit rentrer en compte dans les actions qu'on va réfléchir tous ensemble, par le biais de nos formations, par le biais des partages d'expériences, pour être dans l'anticipation. Mais sur certaines situations, il sera très difficile d'anticiper à 100% parce que le risque zéro n'existe pas. Et sur ce que disait Jérôme Moroge aussi, la réponse scientifique, on en a besoin. Et je trouve que l'exemple des PFAS est très parlant parce que vous avez des maires qui se sont saisis d'un sujet, qui n'étaient pas experts sur le sujet et qui ont fait bouger les choses. Et ça aussi, c'est le rôle de nos formations, c'est d'être capable de dire, là, vous allez peut-être aller sur cette expertise-là, etc. Les encourager à poursuivre, je dirais, pas leur combat, mais leur engagement sur ces sujets-là. Les encourager. J'ai cité tout à l'heure en introduction une étude relative aux attentes des Français en matière d'environnement avant les élections municipales. On en a d'autres qui arrivent bientôt. Je vais citer une autre étude qui est très récente à l'approche de ce scrutin de 2026, qui a été construite par l'IFOP, qui nous indique que 80% des Français expriment le souhait de voir les maires disposer de davantage de pouvoir pour agir en faveur de l'environnement. Vous évoquez les formations. En creux, cette question, est-ce que les maires sont suffisamment armés, formés, outillés pour mener des actions efficaces au-delà de la formation? Après, et ce sera ma dernière question, est-ce que les maires ont suffisamment de pouvoir pour agir? Pouvoir pour agir sur la question de l'environnement. Alors là, il faut nous donner 2 heures hein, pour conclure en 2 minutes. Je vais essayer de parler au nom de tous mes collègues. L'envie, elle est là. L'intention, elle est là. Les moyens doivent être plus coordonnés au niveau d'un territoire, même au niveau national, parce que ce qui se passe dans le Rhône peut se passer dans d'autres territoires. On pense au PFAS. Je pense aussi qu'il y a, et ça a été très bien dit, il y a un problème de financement et de responsabilité. Aujourd'hui, vous dites le maire, il est responsable de la santé et de la prévention sur sa commune. À partir de là, derrière, il y a un mur de questions, il y a un mur de risques. Et je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de moyens, non pas pour agir, mais pour financer les actions nécessaires, les expertises, saisir les entreprises. Donc ça n'est pas uniquement des moyens financiers, mais je pense qu'il faut donner ce pouvoir aux maires. Donc on parle beaucoup en ce moment de la décentralisation, donc mot qu'on entend un petit peu à chaque mandat, à chaque renouvellement, mais aujourd'hui les maires doivent avoir la capacité d'être des lanceurs d'alerte, de dire on a un sujet, c'est pas parce qu'effectivement, ce qu'a entendu Jérôme Moroge, quand on lui dit il n'y a pas de sujet,
Ça n'est plus possible d'entendre ça. Donc récupérer une compétence, c'est bien, mais il faut en donner et les moyens financiers, et les moyens juridiques, et les moyens humains. Monsieur Moreuge, Monsieur Boudjé là-bas, si vous voulez ajouter quelque chose à cette question des moyens d'action des maires. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est certes la capacité à agir. C'est effectivement, on a une compétence générale, et notre compétence générale s'arrête à uniquement cette compétence générale, parce on doit agir sur tout. Et quand nous arrive une catastrophe, à un moment donné, on voit bien qu'on n'a pas les moyens d'agir. Les moyens, parce qu'au final, au bout du bout, c'est vraiment les moyens financiers à agir. Et aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là à répondre notamment aux problématiques que nous avons, que les habitants nous font part, ou bien que les catastrophes naturelles nous tombent dessus. Moi, une catastrophe comme les inondations, il va falloir 3 à 4 budgets pour l'absorber. C'est ça la réalité. Donc ça veut dire des projets en moins par la suite. Aujourd'hui, c'est cette réalité-là, c'est cette capacité à agir. Mais je rejoins Claire dans ce qu'elle dit. C'est pas tant... Aujourd'hui, l'autorité territoriale, c'est nous. Et cette autorité territoriale, on a juste quelque part, par moment, je me dis, j'ai le titre, je dois signer, j'ai les responsabilités juridiques, j'ai toutes les responsabilités, mais j'ai pas les moyens suffisamment pour agir, pour apporter des réponses à mes concitoyens. J'apporte certaines réponses, mais pas toutes. Et aujourd'hui, tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous tombe dessus, les réglementations, et voire même le ciel, quand le ciel nous tombe sur la tête, on n'a pas la capacité à agir derrière, parce qu'on manque de moyens, on manque cruellement de moyens. Et je crois que c'est ça la réalité aussi de notre fonction aujourd'hui, c'est de faire beaucoup de prévention, de médiation avec nos concitoyens, mais faire aussi de la médiation avec l'État. Parce que derrière, pour aller chercher, ou bien avec nos partenaires, les intercos, pour aller chercher des financements, pour pouvoir faire en sorte que notre territoire avance, se transforme et prépare l'avenir. C'est une vraie difficulté au quotidien. Et alors, je rejoins totalement ce qui a été dit, mais alors, j'ai vu qu'il y avait des parlementaires dans la salle, donc c'est parfait. Et si vous pouviez... Tu en as repéré ? Si, j'en ai repéré. Au premier rang, et souvent ils sont au premier rang, donc non, mais en plus, on les apprécie parce qu'ils font un travail extrêmement intéressant. Si vous pouviez quand même revoir cette fameuse loi MAPTAM, parce qu'on parle des pouvoirs des maires, mais alors il y a les maires du Rhône et puis il y a les maires de la métropole. Et je suis sûr les maires du Rhône se sentent parfois, se disent qu'ils n'ont pas assez de pouvoir, mais alors qu'est-ce que nous devrions dire au sein de la métropole, où il y a malheureusement eu, je pense, un transfert beaucoup trop important de ces compétences du bloc communal, qui me semblait pourtant gravées dans le marbre, vers une autre collectivité qui s'appelle la métropole. Et je mets de côté les problèmes de gouvernance et autres, et je dirais la même chose si la métropole avait une autre gouvernance demain. Mais voilà, il y a un vrai sujet quand même de compétences des maires sur les métropoles. Pas que sur la métropole. Non, de partout. Mais encore plus. Voilà. Encore plus. Il faut être clair. Merci à tous les trois d'avoir répondu à ces questions, d'avoir partagé votre expérience de maire, votre regard sur ces questions environnementales. C'est la fin de cette table ronde. La cérémonie de remise des trophées va maintenant pouvoir commencer. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc cette soirée des trophées est officiellement lancée. Elle est organisée par les équipes de Patrick Mauger, directeur de l'événementiel du groupe Progrès et président du jury. Les lauréats que vous allez découvrir ce soir ont été sélectionnés parmi une trentaine de candidatures
pour 8 thématiques différentes. Je sais que vous trépignez d'impatience après cette table ronde riche, vraiment très très riche. Des messages ont été passés, je pense qu'ils ont été compris. Mais avant de dévoiler un à un les lauréats, accueillons Pierre Fano, directeur général du groupe Progrès, et Madame Peigné, présidente de l'AMF, nous rejoint à nouveau. Alors, rebonsoir Madame Peigné, on commence à vous connaître. Un micro pour vous. Monsieur Fano, bonsoir. Bonsoir. Alors, il est essentiel, Monsieur Fano, de mettre en avant les initiatives communales, et c'est vrai que le groupe Progrès, à travers ses titres, s'y attache beaucoup. Pourquoi est-ce si important pour un média régional de valoriser l'action des communes ? Le Progrès, c'est effectivement, comme vous dites, un média régional, un média très local, hyper local. On essaie de parler de toutes les communes de notre zone, qui font c'est le sang de notre quotidien. Et c'est particulièrement important, surtout dans les temps qui viennent, avec les élections municipales qui se profilent à l'horizon. C'est, je pense, un temps très important. On connaît le poids et l'intérêt du maire et des élections municipales pour nos concitoyens. Et je pense que plus ça va aller, plus la presse quotidienne locale et régionale va avoir un rôle important dans ce combat pour la démocratie, en fait, tout simplement. On voit bien au travers des fake news, des réseaux sociaux, de tout ce flot de communication, de pseudo-information. Je pense que notre rôle va être de plus en plus important, de façon à permettre à nos concitoyens de se faire une opinion juste. Je ne peux pas te parler d'opinion vraie, parce que la vérité, c'est un vrai débat, mais en tout cas une opinion juste, sans se faire influencer par des sources qui sont souvent très, très douteuses. Et donc ce sera décliné dans les titres, sur le site. Voilà, dans les titres, sur le site. On va essayer aussi d'être en animation. On va essayer aussi de donner un peu de recul sur l'information, de faire un peu des bilans de ce qui a été fait, de façon effectivement à pouvoir éclairer nos concitoyens. Merci Monsieur Fano. Madame Peigné, au-delà des projets qui seront récompensés ce soir, quel message souhaitez-vous adresser à l'ensemble des maires et des équipes municipales du Rhône ? Je dirais que tous les projets qui ont été présentés auraient mérité d'être retenus, mais voilà, la règle du jeu, c'est d'en retenir seulement certains. À travers les projets présentés et ceux qui vont être récompensés ce soir, c'est de dire un grand merci à tous nos maires, à leurs équipes, à leurs communes, parce que contre vents et marées, ils ont porté durant un mandat très compliqué des réalisations audacieuses, des réalisations utiles à leurs habitants. Et je pense que le Trophée des maires, c'est aussi ça. Les Trophées des maires, c'est aussi ça. C'est mettre en lumière un engagement d'une qualité exceptionnelle dans des conditions difficiles, mais qui font dire quand même à nos maires que c'est le plus beau mandat du monde. C'est d'ailleurs l'élu préféré de nos lecteurs et de nos concitoyens. Et 16 éditions, il y a eu pas mal de projets effectivement récompensés, de communes, et on en espère effectivement d'autres encore. Mais on va peut-être passer aux 8 prochains. Allons-y. Ceux de la soirée. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre le photocall pour une petite photo souvenir. Et voilà, la soirée est officiellement lancée, la remise des trophées. On va commencer avec le premier de la soirée qui vient récompenser la solidarité et la citoyenneté. Pour remettre ce trophée, Monsieur Honegger, Cyril Franz Honegger, délégué régional Altis France SFR. En 2025, la Fondation SFR a défini 4 objectifs prioritaires qui illustrent l'engagement de SFR pour l'égalité des chances. Promouvoir la tech au service de l'économie sociale et solidaire, sensibiliser les jeunes aux usages responsables du numérique, accompagner l'entrepreneuriat dans les quartiers et enfin, contribuer à féminiser les métiers numériques, techniques et technologiques. À la Fondation SFR, on se considère aux côtés de nos partenaires associatifs comme des accélérateurs d'inclusion
d'égalité des chances et de solidarité. Nous sommes ici sur le campus de Sport dans la ville, à Lyon. La Fondation SFR nous soutient depuis de très nombreuses années et nous soutient sur le programme Elle dans la ville qui favorise l'épanouissement et l'émancipation des jeunes filles des quartiers prioritaires. Bonsoir, Monsieur Honegger. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Altis France SFR, c'est un partenaire de longue date des Trophées des maires du Rhône. Que représente pour vous ce premier trophée? Je le rappelle, la solidarité et la citoyenneté. D'abord, s'agissant du numérique et des sujets qui nous intéressent, 2025, c'est une période de transition puisqu'on passe d'un transfert technologique, l'arrêt du cuivre, la fin de la 2G et la 3G sur nos systèmes mobiles. Et donc, il y a tout un accompagnement de nos clients à avoir. Un groupe comme nous, c'est 26 millions de clients en France, et donc on s'en occupe. Mais très vite, il y a une dizaine d'années, le groupe SFR, avec Altis, s'est rendu compte qu'il y avait des gens sur le bord du chemin du numérique. On peut parler de précarité numérique. Et au titre de la Fondation SFR, on a décidé de s'intéresser à ce public éloigné du numérique. Et c'est ce que vous avez vu avec le témoignage de la déléguée de la Fondation dont je suis l'administrateur, de s'intéresser à ces publics et s'appuyer sur un très riche tissu associatif, et notamment ici à Lyon avec Emmaüs Connect, par exemple, Sport dans la ville, comme vous l'avez vu, mais aussi la cravate solidaire, pour toucher l'ensemble de ces publics qui sont à la fois en insertion professionnelle et qui ont des problématiques sur le numérique. Et donc c'est pour ça que nous sommes très heureux aussi de s'intéresser à tout ce qui concerne la solidarité sur les territoires. Et alors, vous l'avez dit, c'est un monde de plus en plus connecté. Quel rôle les entreprises comme Altis France SFR peuvent-elles jouer pour favoriser la solidarité et l'engagement citoyen? C'est ce que j'ai dit, c'est tout ce qu'on fait avec la Fondation, à la fois sur un volet de l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté. Par exemple, on soutient à la Duchère l'ensemble des programmes que soutient le club de foot de la Duchère, qui accompagne des jeunes, en plus de faire du foot, sur l'insertion professionnelle. Mais on travaille aussi avec des associations qui travaillent sur l'inclusion numérique. Je vous ai parlé d'Emmaüs Connect. On travaille avec eux sur un programme qui s'appelle la Collecte.tech, qui permet aux collectivités locales ou aux entreprises privées de faire des dons de leur ordinateur et de leur système informatique qui peuvent remettre à des tarifs solidaires à leurs ressortissants. Autant de dispositifs sur lesquels on travaille avec eux, et on les accompagne aussi sur la connexion de leur public. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce gros pan autour de la solidarité qui est mené par la Fondation SFR, qui fait que c'est une dimension très attachante de cette entreprise. Alors on va pouvoir découvrir le premier lauréat de la soirée. Monsieur Honegger, je vais vous laisser ouvrir l'enveloppe qui renferme le nom du lauréat du trophée de la solidarité et de la citoyenneté. Alors le trophée de la solidarité est remis à la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or pour le service convivialité, un service solidaire et de proximité. Alors donc ce premier trophée de la soirée est remis à la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or. Avec nous, nous avons Marie-Hélène Mathieu, maire de la commune de Saint-Didier au Mont-d'Or, et Marielle Lassalle, adjointe aux solidarités. Donc on va le remettre un peu plus tard. On va d'abord demander à Madame la maire. Ce prix vient récompenser l'initiative des élus qui ont lancé un service convivialité en 5 mois, puisqu'il a été lancé effectivement au printemps. Voilà. Comment est-il devenu essentiel à la commune de Saint-Didier? Tout d'abord, merci pour ce trophée qui vient récompenser le travail d'une équipe d'élus, vous l'avez dit, mais aussi une équipe d'agents. Et moi, je suis très fière de cette équipe. Voilà, je voulais dire ça en préambule. Et puis, l'objectif de ce service convivialité, c'était de maintenir et surtout de recréer du lien intergénérationnel et de briser l'isolement. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui peuvent être seules. Et nous, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire. Et on a mis en place des services simples, humains, en y ajoutant une petite note de gaieté et d'humour, puisqu'on a appelé ces services papote, bougeotte, dorlote et popote. On les voit d'ailleurs à l'écran, et les photos qui défilent effectivement.
Et en fait, on se rend compte que ces services, eh ben, ils sont essentiels parce que ils sont tout simplement nécessaires aux gens qui sont seuls. Et on se rend compte que ça permet de recréer du lien et de construire un collectif autour de ces services qu'on n'avait pas avant. Et ces services, c'est pas simplement des activités et des animations, c'est vraiment créer ce lien dont les personnes avaient besoin. Bon, et nous, on se rend compte qu'à Saint-Didier, on a bien compris que la solidarité, ce n'est pas juste qu'elle se décrète, mais elle se vit et tous les jours au quotidien, on peut le mesurer parce qu'on a beaucoup de remerciements et les sourires de nos bénéficiaires, pour nous, c'est la meilleure des récompenses. Alors, on peut le mesurer, justement, vous le disiez, combien de personnes profitent de ces services ? Je vais demander à Marielle, parce que moi, je n'ai pas les chiffres dans la tête. Vous avez bien fait de venir avec elle. Nous avons eu 72 familles depuis le début de l'année. On a surtout eu un nouveau service, d'abord un service de Papote, qui est un service de rencontre. Le service Popote a doublé ou a pris plutôt de 25% depuis le début de l'année. C'est les repas à domicile. C'est le portage de repas. Et la nouveauté, c'est le service Bougeotte, où justement on va chercher des bénéficiaires isolés pour les emmener au marché ou surtout les amener à tous les rendez-vous médicaux de la commune. Et depuis le mois de janvier, en 5 mois, on a eu 176 trajets qui ont été faits. Donc, c'est beaucoup de... On a encore plein d'idées pour le futur. Donc, beaucoup de solidarité. Peut-être un service Bouillotte. Bouillotte n'est pas encore là, mais on verra, on étudie. Et parmi les agents, combien d'agents travaillent sur ce projet-là ? Elles sont 4, elles sont là. Voilà. 4, très bien. Ouais. Bah, écoutez, ce trophée, c'est le vôtre, mais c'est aussi le leur. Donc... Merci beaucoup. Bravo. C'est vraiment un travail d'équipe. Alors, je vous laisse vous diriger vers le photocall. Bravo pour faire une petite photo souvenir. Merci beaucoup. Nous enchaînons avec le deuxième trophée de la soirée, qui est le trophée du développement économique et du commerce. Il est remis ce soir par Valérie Logier, présidente de Total Énergie Proxi Sud-Est. Notre métier, depuis 210 ans, n'a pas changé. C'est d'apporter l'énergie là où nos clients la consomment. Aujourd'hui, en plus de ce métier historique, nous sommes votre partenaire pour accélérer la transition énergétique au cœur des territoires au travers du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Nous pouvons vous aider à financer vos travaux. Une seule chose à retenir, nous contacter avant de signer tout devis. En 2025, nous verserons plus de 60 millions d'euros d'aide sur notre périmètre pour financer des travaux d'économie d'énergie. Et ceci va permettre d'effacer l'équivalent de la consommation annuelle en énergie de la ville de Lyon. Bonsoir Madame Logier. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce qui a motivé Total Énergie Proxi Sud-Est à s'associer à ce trophée ? Eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure, et pour reprendre, il faut qu'on papote tous ensemble, parce que la transition énergétique, on peut la réussir que si on est plusieurs à échanger les points de vue, plusieurs acteurs, à la fois privés et publics. Et donc, sur les dispositifs de certificat d'économie d'énergie, c'est vrai qu'en étant un producteur d'énergie, on se doit de financer la transition énergétique en France. Donc, c'est chaque année 1 milliard qui est reversé pour éviter d'avoir besoin de bouillotte, donc pour pouvoir notamment isoler des toitures, parce qu'on fait beaucoup de ça dans la filiale. Et c'est vrai que c'est en dialoguant, en connaissant les projets qu'on peut avancer. Donc c'est très important qu'on puisse s'exprimer et rencontrer des maires, parce qu'on sait que les budgets de transition énergétique, ils sont très coûteux pour les mairies, et nous, eh bien, on peut vous aider en les finançant. Alors, il y a le financement, donc comment est-ce qu'on accompagne, comment Total Énergie accompagne les collectivités ? Il y a effectivement le financement, mais il y a aussi les produits, puisque en fait, la transition énergétique, on commence aussi par nous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on a aujourd'hui un produit que moi je qualifie de magique. Ça fait plus de 30 ans que je travaille chez Total Énergie. Je crois que j'ai jamais eu un produit aussi magique à vendre. C'est un biocarburant, donc qui est zéro pétrole,
qui s'appelle l'HVO et qui permet de réduire les émissions entre 60 et jusqu'à 90%. Il est fait à partir de graisse animale, à partir d'huile de friture récupérée, soit dans la restauration, soit dans l'industrie agroalimentaire. Et puis quand on n'arrive pas à le faire qu'à partir de matières recyclées, on rajoute des huiles végétales. Et c'est vrai que si vous avez des bus de ramassage scolaire, eh bien, ça vous permet tout de suite, sans changer le moteur, sans changer les stockages, de réduire vos émissions de manière vraiment conséquente. Et alors, en parlant d'énergie, dans les communes rurales, il y a aussi parfois des stations-service laissées à l'abandon, c'est peut-être un peu fort, mais voilà, qui n'ont plus l'utilité d'antan. Oui. Et là aussi, Total Énergie peut intervenir. Alors, effectivement, on a pris l'engagement, Patrick Pouyanné a pris l'engagement que chaque Français, 90% des Français, pour être précise, auraient à moins de 15 minutes une station-service. Et nous réouvrons des stations-service qui parfois sont dans des communes rurales et voilà, les gens partent à la retraite et puis la station ferme, il n'y a pas de repreneur. Et là, on travaille vraiment aux côtés des maires et particulièrement des maires ruraux parce que c'est eux qui sont concernés pour réouvrir des stations-service. Et c'est vrai que comme ça peut paraître anodin, mais pour en avoir encore inauguré une la semaine dernière, c'est un vrai service qu'on apporte aux citoyens, aux habitants qui sont aux alentours et aussi aux entreprises. Alors le message est peut-être passé ce soir. Si vous avez des stations qui ont fermé dans vos communes, venez me voir après. Merci Madame Logier. On va découvrir ensemble le lauréat. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe qui renferme le nom du lauréat du Trophée du développement économique et du commerce. Alors, c'est la commune de Villefranche-sur-Saône pour la restauration du marché couvert. Alors, la commune de Villefranche-sur-Saône est représentée ce soir par Delphine Dubo-Stival, déléguée au commerce et marché, et Pascal Reynaud, adjointe en charge du patrimoine immobilier. Et elles représentent toutes les deux le maire de Villefranche-sur-Saône, Thomas Ravier. Venez, je vous donne des micros, ils sont là. Bonsoir, mesdames. Je vous en prie, mettez-vous. Félicitations. Voilà. Merci. Alors, au-delà de la restauration architecturale du marché, parce qu'effectivement, il est question du marché couvert de Villefranche-sur-Saône qui a été restauré. Qui termine, qui est livré pour le mois de décembre. C'est terminé, voilà, c'est ça. Mois de décembre. Pardon, qui se termine au mois de décembre. Je vous invite à tous venir. J'étais un peu pressée d'y aller, justement, donc ce sera au mois de décembre. Comment ce projet s'inscrit dans une vision plus large du développement économique local à Villefranche ? On a en fait, si vous voulez, une ville qui rayonne donc sur 37 000 habitants et notamment aussi sur une agglomération. Et en fait, donc, le marché faisait partie de notre patrimoine commercial, mais qui nous amène aussi une transversalité avec la rue nationale, qui nous regroupe en fait 1,2 km d'enfilade de commerce, de diverses activités, où d'ailleurs aussi nous apportons des aides pour l'installation, la rénovation, avec la région sur une convention qu'on a signée en 2019. Voilà, pour leur permettre, et sur cette attractivité, notamment, vous voyez, depuis le mois d'août, on a 5 enseignes qui de nouveau s'installent à Villefranche. Donc voilà, dans une période où effectivement le commerce rencontre quelques difficultés, donc on est assez contents, assez fiers. Et en termes de difficultés, je pense qu'il y en a eu quelques-unes dans la restauration. On voit les images s'afficher doucement. Combien de personnes, la zone de chalandise de Villefranche à peu près, on a une idée ? On est à 37 000 et 75 000 sur notre agglomération, mais on a également beaucoup de touristes qui viennent, je dirais, de toute la région Rhône-Alpes-Auvergne. Alors c'est un marché couvert, le seul du département du Rhône. Le deuxième, oui. Le deuxième, pardon. Quelle place il occupe dans la mémoire de Villefranche, ce site ? On est sur un bâtiment qui date de 1933, donc qui est ancien, qui a eu des rénovations partielles. Et pour montrer à quel point Villefranche est attaché à son centre-ville et à son attractivité, je tiens juste à dire qu'on a quand même voté 9 millions. C'est un budget de 9 millions, la rénovation du marché couvert. On a été aidé par le département, par l'agglomération, par l'État à hauteur de 3 millions.
Donc c'est quand même une grosse charge pour la ville qui montre à quel point la ville mise sur l'attractivité, sur le commerce. Et c'est un chantier qui est compliqué, sur un bâtiment qui est très atypique, comme vous le voyez, hein, qui est fait de béton et de verre. Et tout le monde attend impatiemment sa réouverture, donc qui est mis pour l'instant au 12 décembre. Donc on fait tout pour tenir. On a mis la pression sur nos entreprises, sur notre maître d'œuvre. Et on est très fiers de ce chantier-là, en tout cas, qui fait partie d'une rénovation de plusieurs bâtiments sur la ville pour l'attractivité. On a eu la maison Vermorel, on a la place du Prenoir. On a eu beaucoup de chantiers sur ce mandat et on a tout fait pour miser sur l'attractivité et maintenir un commerce et une activité économique sur la ville. Oui, parce qu'en plus, cette rue nationale, elle est très connue à Villefranche. C'est vrai que l'essence du commerce de Villefranche est reconnue. Et donc, 12 décembre, à vos agendas. On vous invite tous le 12 décembre. On vous attend. Il est grand, ce marché couvert, donc il peut accueillir beaucoup de monde. 2400 mètres carrés. Ben voilà. On a de la place pour tout le monde, n'hésitez pas. Merci encore, mesdames. Alors, Madame Logier va vous remettre le trophée, le deuxième de cette soirée, qui récompense le développement commercial. Bravo, mesdames. Et je vous laisse rejoindre le photocall comme vos prédécesseurs, juste ici sur votre droite. Donc après la solidarité et la citoyenneté, nous avons eu aussi le développement économique, le commerce. Parlons de l'attractivité du territoire, parce qu'avec le troisième trophée qui est remis ce soir par Agnès Sindou-Faury, directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires, nous récompensons l'attractivité du territoire. La Banque des Territoires est une émanation en fait de la Caisse des dépôts. La Banque des Territoires est au service de l'intérêt général, du développement des territoires. La direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une centaine de collaborateurs sur 3 sites, à Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. La Banque des Territoires, c'est 3 axes stratégiques d'intervention. C'est la transformation énergétique écologique, la cohésion sociale des territoires, et les souverainetés et le développement économique. Et nous mobilisons donc l'ensemble de nos capacités d'intervention en ingénierie, pré-financement, à l'attention des acteurs locaux et principalement les collectivités locales, puisque avec les collectivités locales qui sont les partenaires prioritaires de la Banque des Territoires, nous construisons les réponses et les solutions pour répondre aux besoins des territoires. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie, avancez. On va se mettre bien au centre pour que tout le monde nous voit et vous entend. Comment la Banque des Territoires accompagne les collectivités du Rhône dans leurs projets territoriaux ? Je dirais que l'essence même de la Banque des Territoires, c'est d'accompagner le secteur public local en financement, à la fois en ingénierie pour définir les besoins, parce que c'est effectivement une dimension très importante pour que les projets réussissent, et puis en financement long terme, très long terme, puisqu'on peut aller jusqu'à 80 ans. Alors on sait que le sujet financier est extrêmement important par les temps qui courent, dans un contexte économique compliqué, et nous on a la chance de bénéficier des ressources de l'épargne réglementée des Français, auxquelles on veille tout particulièrement, et ce sont 400 milliards d'euros qui sont disponibles au financement, donc c'est considérable. Et en région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2024, on a pu ainsi financer plus de 500 millions de prêts aux collectivités et à leurs satellites, les SEM et toutes les structures intercommunales. Et cette année, c'est une année encore plus active, puisqu'on est à plus de 750 millions d'euros sur 2025. Donc c'est une grande satisfaction. Donc Philippe le disait, on a 3 axes stratégiques. Cohésion sociale et territoriale et transformation écologique, parce qu'on ne peut pas opposer fin du mois et fin du monde, donc c'est important d'allier les deux, et c'est aussi la souveraineté avec des enjeux grandissants d'industrie, d'énergie extrêmement importantes pour nos territoires. Donc très concrètement, les projets, on les voit ce soir, c'est la mobilité décarbonée, c'est l'adaptation au changement climatique qui, on le voit, est de plus en plus important pour les communes, c'est l'eau, l'assainissement, et c'est aussi accompagner la dynamique des collectivités avec les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain.
Et qu'est-ce qui vous inspire le plus dans les initiatives accompagnées chaque jour? Alors c'est difficile parce que tout est inspirant dans notre action à partir du moment où notre action est tournée vers l'intérêt général. Voilà, c'est vraiment, vraiment un très grand plaisir d'accompagner ces projets. Je dirais que c'est aller sur tous les territoires, quels qu'ils soient, les petites collectivités ou plus grandes, aux métropoles, aux villes de grande taille, sur tous les types de territoires tendus, détendus. C'est aussi accompagner les citoyens de leur plus jeune âge jusqu'aux personnes âgées. C'est voilà, intervenir sur les écoles, sur la végétalisation, sur les bâtiments publics. On est aussi beaucoup sollicité et de plus en plus sur le santé, grand âge, autonomie. Et voilà, on va lancer un grand programme en fin d'année pour soutenir. On est sur l'habitat intergénérationnel, les résidences gérées, les EHPAD, toutes ces structures qui sont extrêmement importantes pour les territoires. Et tous ces projets-là, ils ne pourraient pas se faire sans les élus et leurs équipes. Et donc, c'est une très grande fierté de vous accompagner au quotidien. Alors merci. On va pouvoir ouvrir cette enveloppe qui renferme le nom du lauréat du 3e trophée, celui de l'attractivité du territoire. Ils sont un peu difficiles, on voulait garder le secret longtemps. C'est pour ça. On va dire, on n'est pas tout à fait le secret, mais voilà, c'est là, avec très grand plaisir, la commune de Tarare, avec le complexe sportif, la rencontre de l'urbanisme et du sport. La commune de Tarare est représentée ce soir par son maire, Bruno Pellachon, qui est également vice-président du département et vice-président de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Il est accompagné de ses 2 adjoints qui ont suivi le projet de complexe sportif. Bonsoir. Jean-Marc Buty, en charge des sports, et Philippe Triomphe, en charge des travaux. Et on peut le dire, c'est un triomphe en plus ce soir ? On est obligé de le dire, effectivement. Monsieur le maire, ce nouveau complexe sportif dépasse largement la fonction d'équipement, puisqu'il s'inscrit au cœur d'une stratégie de transformation urbaine. Comment participe-t-il à redessiner l'image et l'attractivité de Tarare ? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être à vos côtés. Merci au Progrès LMF 69. Pour répondre à votre question, il est évident que ce complexe sportif, c'est un équipement majeur, non seulement de la ville de Tarare, mais également de l'ensemble de l'Ouest rhodanien. C'est un projet conséquent, 11 millions d'euros. D'ailleurs, on a été aidé dans le cadre d'Action Cœur de Ville par la Banque de Territoire. Je voudrais vous en remercier. Et c'est un projet qui s'inscrit dans la transformation, dans la mutation de l'entrée ouest de Tarare, entrée ouest de Tarare qui se situe à 5 minutes de l'échangeur de la 89, donc un secteur extrêmement bien situé, qui est en complète mutation avec la création d'une zone d'activité qui accueille de nombreuses entreprises, notamment le Ninkasi, mais pas que, et puis avec des projets de requalification d'entrée de ville, avec également la création d'un cheminement doux. Donc c'est vraiment un projet global qui va redonner du dynamisme et de l'activité dans cette entrée ouest de la ville. Et alors on voit quelques images défiler. Il y a un terrain de basket, un dojo. Visiblement, oui, alors trouve c'est un complexe de 3 salles avec une salle principale pour le basket de 800 places et on peut augmenter la capacité à 1000 places, une salle de gymnastique de 500 mètres carrés et un gymnase omnisport également, multisport, qui permet d'accueillir toutes les activités sportives. C'est un projet important, 11 millions d'euros. Et combien de personnes bénéficient de cet équipement ? Eh bien, c'est à peu près 500 personnes qui bénéficient de cet équipement qui est utilisé principalement par le club de basket, par le club de handball et par le club de gymnastique également. Alors, un très beau projet. Monsieur Buty, on sait que le sport est un vecteur de cohésion. Comment les associations locales et les habitants se sont appropriés le lieu ? Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, un très beau complexe. On a beaucoup concerté, parce que la concertation était importante. Il fallait bien sûr, pour que ce complexe vive bien, qu'on puisse répondre aux besoins des clubs. Et on ne pouvait pas ne pas travailler avec eux, puisque aujourd'hui, c'est eux les utilisateurs au quotidien. Et il fallait pouvoir leur donner les moyens de pouvoir bien s'entraîner, de pouvoir donner aussi aux jeunes, les jeunes scolaires, un bel équipement. Et on ne pouvait que travailler en concertation avec eux pour qu'on puisse répondre à leurs besoins,
pour faire les bons choix et surtout pas faire les mauvais choix. Alors, merci Monsieur Triomphe. C'est un chantier qu'on a vu important. J'imagine qu'il vous a quand même donné du fil à retordre. On dit que des belles choses, donc ce serait bien aussi d'avoir un aspect plus difficile. C'est pas si facile. Non, ça s'est tout bien passé. Bonsoir à tous. Non, effectivement, ça a été un projet très compliqué. Très compliqué, long, difficile à mettre en place, mais qui au final est devenu un projet passionnant grâce à l'effort de tout le monde. En fait, on se rend compte que si chacun d'entre nous, on se donne la main et qu'on arrive à travailler intelligemment et avec les moyens qui sont mis en place, on peut arriver à trouver des solutions. Et Dieu sait qu'on a eu des problèmes à gérer. Ce projet a été complexe, si je peux me permettre. Vous pouvez vous permettre. Bravo messieurs. Alors vous allez recevoir le trophée, le troisième trophée de la soirée. Voilà. Et je vous laisse rejoindre le photocall pour une petite photo souvenir. Merci beaucoup. Alors la soirée avance tout doucement, on a vu déjà de beaux projets, on remarquera bien sûr effectivement le travail d'équipe de chaque commune pour arriver à des résultats difficiles mais essentiels pour la vie. Le quatrième trophée, c'est le trophée de l'urbanisme et il est remis ce soir par Vincent Malfer, directeur général de la SEM-Serl et de la SPL MLAC, directeur général délégué de la SPL Pacte-Rhône. Le groupe SERL, ce sont 3 sociétés complémentaires au service des projets des élus et des territoires. C'est d'abord la SEM-Serl, entité historique du groupe, ensuite la SPL MELAC sur le territoire métropolitain et la SPL Pacte-Rhône sur le territoire du département du Rhône. 4 métiers principaux, l'aménagement urbain et économique, la conduite de projets de bâtiments publics et privés, le portage de la gestion d'actifs immobiliers et économiques et les énergies renouvelables, photovoltaïques et géothermie. Ce sont aussi 3 modes d'intervention, la quasi-régie sans mise en concurrence, mais seulement pour les actionnaires de la SPL, la réponse à consultation et l'investissement en fonds propres via ses filiales dédiées. Le groupe SERL, ce sont surtout plus de 100 collaborateurs, tous basés à Lyon, qui mobilisent chaque jour leurs expertises sur nos 150 projets actifs à l'échelle de la métropole lyonnaise, du Rhône et de la région Auvergne-Rhône. Bonsoir Monsieur Malfer. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, la SERL accompagne de nombreux projets d'aménagement dans le Rhône et à Lyon, bien évidemment. Selon vous, quel impact le plus concret peut avoir l'urbanisme sur la qualité de vie? C'est une très bonne question, merci. C'est effectivement ce que transforme l'urbanisme. L'urbanisme, c'est par définition passer d'un état A à un état B. C'est ça le projet d'aménagement. Et les déterminants du succès de telles opérations dépendent éminemment du contexte. C'est un acte de nature purement politique, puisqu'on va définir quelles ambitions on se donne sur les espaces publics, sur la programmation de logement, sur la programmation économique des commerces, les équipements publics. Donc voilà, c'est tout ça qui fait le succès d'un projet d'aménagement et l'adhésion des citoyens, et ça se travaille évidemment avec eux et leurs représentants en premier lieu, que sont les maires. Alors, je disais d'ailleurs, donc je donnais vos étiquettes, donc directeur général de la SEM-Serl et de la SPL MLAC et directeur général délégué de la SPL Pacte-Rhône. À quoi servent les 2 SPL nouvellement créées? Alors, ce sont des opérateurs, des sociétés anonymes qui peuvent travailler pour leurs actionnaires sans mise en concurrence. Donc ça déploie finalement une solution d'ingénierie à destination des actionnaires qui est beaucoup plus simple à mobiliser, qu'on veut parfaitement complémentaire des autres opérateurs du territoire, que ce soit l'agence d'urbanisme, le CAUE, l'agence technique départementale. L'idée, c'est bien d'aider les maires et les EPCI dans leurs projets pour les rendre possibles ce qui est nécessaire. Et comment on devient actionnaire de ces SPL? On devient actionnaire de ces SPL très facilement. Ça a été souhaité par les 2 présidents de ces sociétés et leurs actionnaires, en acquérant auprès de son EPCI ou de la métropole de Lyon, suivant les cas, une action. Une action, c'est 1 000 €. Et c'est ça qui permet ensuite d'entrer dans un régime de quasi-régie qui permet de mobiliser facilement les équipes de la SERL et les 100 personnes que vous avez vues tout à l'heure à l'écran avec le sourire.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Monsieur Malfer, vous allez découvrir le nom du lauréat du trophée numéro 4, qui est le trophée de l'urbanisme. Donc le lauréat est la commune de Montanet pour la médiathèque Le Pisé. La commune de Montanet est représentée ce soir par le maire Gilbert Suchet. Et effectivement, c'est pour le projet médiathèque Le Pisé. Bonsoir, monsieur Suchet. Bonsoir. Alors, le projet de médiathèque Le Pisé, c'est un sacré projet, hein? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, en quoi ce projet incarne-t-il une nouvelle façon de construire, plus respectueuse de l'environnement, plus ancrée dans l'identité de Montanet? Donc on s'est porté acquéreur d'une ancienne ferme en plein cœur du village, une ancienne ferme qui était en Pisé. Donc on a pris le projet, un bras-le-cœur, et on a voulu le faire en Pisé aussi. Donc on avait une partie réhabilitation et une partie neuve. On a fait tout en Pisé. Ce qui est exemplaire, c'est que le Pisé a été extrait sur des chantiers du village à 3 km. Donc, ça permettait un bilan carbone très bas, exceptionnel. Le Pisé est un matériau biosourcé, donc peu émetteur de CO2 et très bon au point de vue énergétique. Alors, on voit les images du chantier qui défilent. C'est vrai que cette ancienne ferme est très bien située. En plus, à Montanet, elle est centrale. Ah oui, elle est en plein cœur du village. Donc, ça permettait de fermer le centre du village. On avait fait des études avec le CRU2 en 2012 et on avait déjà lorgné cette ferme. Voilà. Pour remplacer notre bibliothèque qui n'était plus accessible au niveau PMR. Alors à Montanet, c'est un peu habituel. Vous avez déjà transformé des bâtiments historiques pour les services aux habitants? Oui, on a conservé. Notre mairie est un ancien couvent et on l'a agrandi petit à petit. C'est bien, on a conservé toujours les murs, les tours, les toitures. Voilà. Alors, on s'est mis cette identité sur cette ancienneté qu'on veut garder. Est-ce qu'il y a un prochain projet déjà? Vous lorgnez déjà un bâti existant? Non, pas pour l'instant. Bon, alors vous allez pouvoir profiter de cette médiathèque. Si. On lorgne sur des transitions énergétiques avec du panneau solaire ou une usine de méthanisation qui devrait sortir dans le début de l'année prochaine. Bon, eh ben, écoutez, en tout cas, ce soir, vous recevez ce trophée de l'urbanisme des mains de monsieur Malfer. Et je vous laisse rejoindre le photocall pour une petite photo souvenir avant de partir. Merci beaucoup. Le 5e trophée de la soirée vient récompenser une initiative environnementale et pour le remettre, accueillons Xavier Antoyer, rédacteur en chef du Progrès. Depuis le début de l'année, la rédaction du Progrès dans le Rhône a suivi plus de 700 conseils municipaux, conseils communautaires et conseils métropolitains. Nous avons publié dans nos éditions plus de 3700 articles dédiés à la mise en œuvre de ces décisions prises par les collectivités locales. Ces chiffres vous le montrent. La vie démocratique locale est un enjeu central de notre politique éditoriale. Et elle l'est parce qu'elle répond à une attente forte de nos concitoyens et de nos lecteurs pour ces sujets qui ont un impact sur leur vie quotidienne. Notre rôle d'animation du débat démocratique est aussi de créer du lien social. Et cette soirée en est une belle illustration, puisqu'elle nous permet de mettre en avant les réalisations innovantes et utiles à nos concitoyens des communes du Rhône. Bonsoir, monsieur Antoyer. Bonsoir. Alors, vous l'avez évoqué, l'environnement est un sujet d'actualité, un enjeu
pour tout le monde, mais aussi pour la presse quotidienne. Quel rôle joue un média comme Le Progrès dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux? On joue un rôle essentiel. Il faut le dire tout de suite. On l'a vu tout à l'heure lors de la table ronde. L'adaptation de nos sociétés au dérèglement climatique est une attente très forte de nos lecteurs et de nos concitoyens. Et depuis plus de 5 ans, Le Progrès et l'ensemble de notre groupe de presse, le groupe EBRA, est très engagé dans l'information du public sur la crise climatique et également sur l'adaptation nécessaire de nos territoires et de nos sociétés à cette catastrophe annoncée. Alors, justement, donc, engagé au quotidien dans les 5 titres du Progrès, mais également dans des suppléments. Vous pouvez nous parler du supplément Ici on agit? Alors ici on agit, c'est, il faut le dire, d'abord le premier mensuel français dédié au traitement de l'information concernant le dérèglement climatique, puisqu'il est diffusé dans l'ensemble des journaux de notre groupe, soit à peu plus de 800 000 exemplaires par mois. Et il existe depuis 5 ans, il est aujourd'hui une référence nationale dont nous sommes fiers. Et notre parti pris éditorial, il est double. Il est d'abord de montrer que le dérèglement climatique, c'est une réalité qui s'appuie sur des travaux scientifiques. Donc la science a une importance majeure dans notre supplément. Et la seconde, c'est de montrer aussi que tout le monde a sa part à faire. Parce que ce qui monte aujourd'hui, ce n'est pas le climato-scepticisme, c'est 8% des Français selon les dernières études. C'est plutôt le fatalisme face au changement climatique et le « à quoi bon ?» puisque de toute façon, le pire nous est un peu promis. Donc nous, depuis 5 ans, on met en avant des initiatives portées par des collectivités, des entreprises, de simples citoyens ou des associations. L'idée, c'est de montrer que tout le monde a sa part à faire et que tout le monde doit faire sa part. Et il est décliné aussi en événements, Ici on agit. Oui, depuis l'année dernière, Ici on agit est devenu aussi un événement pour l'ensemble du groupe EBRA, qui a été décliné à Nancy, à Lyon, qui le sera aussi à Strasbourg. Notre souhait, c'est d'aller au-delà de nos lecteurs sur un sujet majeur et de pouvoir permettre justement à nos concitoyens de rencontrer des scientifiques, de rencontrer des experts, parce que voilà, ce travail de vulgarisation est encore vraiment nécessaire. Mais écoutez, merci beaucoup, Monsieur Antoyer. Je vous laisse découvrir le nom du lauréat du 5e trophée de cette soirée, qui est donc le trophée de l'environnement. Alors, le lauréat est la commune de Marcy-l'Étoile pour l'aménagement du vallon des Pierres Rouges. La commune de Marcy-l'Étoile est représentée ce soir par le maire, Loïc Commun, et Chantal Dorvaux, adjointe aux espaces verts. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, un grand merci à la MF69 approchez-vous. Pour mettre en avant les projets des maires. Voilà, on est très heureux et très fiers d'être avec vous ce soir, et merci encore une fois de mettre à l'honneur les projets municipaux. Et le projet qui vous amène ici, le projet récompensé ce soir, c'est donc l'aménagement du vallon des Pierres Rouges à Marcy-l'Étoile. Quelles leçons tirez-vous de cette réalisation pour accélérer la transition écologique à l'échelle de la commune? Oui, alors tout d'abord, je voudrais préciser que si le maire est là pour donner une vision politique et être assez visionnaire sur sa commune, c'est ce qu'on lui demande, c'est ce que les électeurs demandent, les projets ne se font jamais tout seuls. Voilà. Les projets, ils se font avec des équipes. Et donc, je voudrais juste les remercier très rapidement. Je sais que mon temps est compté, mais je tenais à utiliser ce temps-là pour remercier les équipes. Tout d'abord, Chantal Dorvaux, qui est auprès de moi et qui est adjointe aux espaces verts et qui a suivi ce chantier du début à la fin, que je remercie. Les autres élus qui ont fait partie d'un copil qu'on avait créé au niveau de la commune, dont un certain nombre sont présents d'ailleurs ce soir. Les agents de la commune, il y a Émilie, Eddy, Caroline qui sont là ce soir par exemple et qui ont contribué au projet.
Je voudrais remercier aussi les citoyens. On a fait pas moins de 3 ateliers citoyens de concertation, de la vraie concertation. On est parti d'une feuille blanche au départ en demandant aux citoyens « vous voulez quoi dans ce vallon ?» et donc ces citoyens, ils ont contribué aussi à la réussite de ce projet. Et puis enfin, les entreprises. On a été très bien accompagnés par des entreprises telles l'entreprise de la société Ambis, la société Urban Studio, Cap Vert, l'entreprise Green Steel. Ils ont toutes et tous, à nos côtés bien sûr, mais fait un travail admirable et qui nous permet, je pense, aujourd'hui de récupérer ce prix. Mais c'est le prix d'un collectif qu'on obtient aujourd'hui et donc on est vraiment ravis. Mais je vais répondre à votre question. En bon politique, j'ai quand même commencé par ne pas répondre à la question. La biodiversité, c'est un vallon qu'on a aménagé qui est assez caractéristique pour la commune puisqu'il est en plein centre de la commune. Il rejoint le centre de la commune, au parc de la Croix-Laval. Un certain nombre d'entre vous connaissent ce parc qui est sur le territoire de la commune, ainsi que son château, mais qui est assez finalement distant de la commune. Et ce vallon qu'on a réaménagé vient reconnecter le centre de la commune avec ce parc. C'est 5 hectares d'aménagement autour de ce on appelle ça un vallon, on croirait qu'il y a une rivière. Il y en a une maintenant. Mais avant, il y avait un simple fossé, en fait. Donc il n'y avait pas de biodiversité, il n'y avait rien. Il y avait 2 tiers du parcours qui était une friche. Et donc ces 5 hectares, on les a réaménagés et on a créé de la biodiversité dedans. On a réaménagé le ruisseau, on a planté, on a généré de la biodiversité. Et en fait, on a 3 grands thèmes, et je vais laisser Chantal préciser plus dans le détail les quelques éléments très précis. Mais en fait, c'est de la mobilité. Déjà, on favorise la mobilité douce, parce qu'on a créé un cheminement piéton agréable. Les gens vont prendre plutôt leurs pieds que leur voiture. Par cela, on agit aussi sur l'environnement. On a planté. On a végétalisé, on a recréé de la biodiversité en recréant un ruisseau là où il y avait un fossé. Et on a créé des îlots de fraîcheur qui viennent aussi lutter derrière contre le réchauffement climatique. Voilà. Mais par-dessus tout, c'est véritablement la biodiversité et la plantation d'arbres. La plantation d'arbres, c'est tout bête, mais quand on plante énormément d'arbres comme on l'a fait, qui sont déjà des arbres de belle taille et bien plantés, et bien en fait on crée des puits à carbone, des pièges à carbone. Les arbres, ils respirent l'inverse de nous, ils consomment le CO2 de l'air. Et c'est comme ça qu'ils grandissent et ils créent de l'ombre en plus. Donc par ces moyens-là, on agit assez efficacement sur l'environnement. Mais je laisse la parole à Chantal pour qu'elle nous précise un peu plus les détails de ce projet en termes de nombre de plantations. Vous allez voir que c'est quand même assez impressionnant. Bonsoir tout le monde. Alors effectivement, on a planté 185 arbres. On a planté 1700 mètres carrés, je crois, de nouveaux plants et baliveaux, et également 4300 mètres carrés d'arbustes et vivaces. On a aussi, au niveau de la biodiversité, animé tout ça par la pose de nichoirs, par des abris à hérissons, par des agrènes, des stèges, des hibernaculums. Voilà, on a aussi apporté beaucoup d'informations auprès de la population par l'intermédiaire de bornes, de panneaux pédagogiques qui parlent de tout ça, des essences d'arbres, des habitats pour les animaux, mais également de l'entretien qui sera fait, notamment pour sensibiliser la population sur l'intérêt de préserver un espace et de comprendre comment ça fonctionne. Alors, merci beaucoup. Alors, effectivement, les images ont défilé pendant votre allocution. Monsieur Antoyer va vous remettre ce trophée de l'environnement, le 5e de la soirée. Un grand merci. Et je vais rejoindre le photocall pour la petite photo souvenir, juste ici. Merci beaucoup. Alors on passe au 6e trophée de la soirée. Il va mettre en avant une commune rurale. Et Claire Peigné, présidente de l'Association des maires de France du Rhône, remonte sur scène. Chers collègues, chers amis, ce soir, nous célébrons dans cette soirée des trophées votre créativité, votre engagement au service de vos communes. Vous êtes, au quotidien, à l'écoute de vos habitants, toujours à relever les défis, toujours à trouver les solutions dans l'intérêt de vos territoires. Les trophées des maires mettent en lumière des innovations inspirantes qui font la richesse de chacun de vos territoires. Au nom de l'AMF 69, je tiens à vous féliciter et vous remercier chaleureusement
de participer à ces trophées, d'engager votre passion, votre volonté au service de nos territoires. Très belle soirée des trophées des maires à chacune et chacun d'entre vous. Je vous redis bonsoir. Pour la troisième fois ce soir, Madame Peigné, je vous en prie, approchez. Merci d'être avec nous. Alors, en plus, vous organisez cette soirée avec le Progrès. Quel est, selon vous, les plus grands défis auxquels les communes rurales sont confrontées ? Alors, est-ce qu'on doit parler de défis ? La commune rurale est une richesse en elle-même, est un territoire d'exception qui a toute sa place dans nos territoires. Elles doivent aujourd'hui effectivement faire face à certaines problématiques. Elles sont à la fois dans une forme d'attractivité, puisqu'on a des habitants qui vivent dans les communes rurales, qui y sont pour beaucoup depuis plusieurs générations, qui ont des métiers autour de la ruralité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une demande qui a bougé dans les communes rurales. Et je pense qu'il faut tout faire pour ne pas les isoler et permettre de continuer à avoir des écoles, l'accès à la santé, l'accès aux services. La question de la mobilité est importante. Donc je dirais que nos communes rurales ont une grande place dans nos territoires et il faut faire en sorte qu'elles puissent vivre de cette situation particulière. Merci beaucoup, Madame Peigné. On va découvrir, alors j'ai vu que vous étiez une spécialiste parce que vous avez déjà décaché l'enveloppe. Oui. Voilà, on va découvrir le lauréat ensemble du trophée de la commune rurale. Vous avez vu, hein, j'ai vu qu'elles étaient bien scotchées, je me suis dit j'en profite. Et donc ce trophée est attribué à la commune de Saint-Nizier-d'Azergues. Oui, c'est ça. Il y a même une faute d'orthographe, mais bon, c'est pas grave. Pour son complexe scolaire. Effectivement, Madame Peigné, vous connaissez bien vos communes. La commune de Saint-Nizier-d'Azergues est représentée ce soir par Alain Dequevaux-Villet. Excusez-moi. Bonsoir. Donc, le prix vous est remis ce soir et c'est pour le complexe scolaire, un projet de longue haleine. Hein. Non seulement il est finalisé, mais en plus vous êtes primé. C'est formidable. Réaliser un projet scolaire ambitieux est un véritable défi. On reprend quand même le mot défi parce que c'est une réalité. Qu'est-ce qui a motivé la commune à maintenir le cap ? Alors tout d'abord, je voudrais remercier l'AMF 69 et puis le Progrès pour organiser cette belle soirée. Qu'est-ce qui a motivé ? Alors ça a commencé, moi j'ai commencé mon mandat en 2020, en plein Covid. Et je me suis aperçu au niveau de la cantine du restaurant scolaire, on faisait manger nos élèves dans la salle des fêtes. Vétuste, pas insonorisé, mal chauffé, etc. Donc il m'est venu à l'idée de moderniser ça et de construire un restaurant scolaire. Ce que j'ai proposé à mon équipe municipale, ça a été validé en 2021, je crois. En 2022, on a commencé en juillet 2022, il faut que je me remette les dates en tête, hein, je suis désolé. On a commencé les travaux. Ça a duré 1 an et on est ouvert en septembre 2024. Hein. Donc je crois qu'on a battu des records au niveau délai de construction. On a un bâtiment de 300 mètres carrés qui comprend une salle de restaurant, une salle de motricité, une cantine, enfin une cuisine, pardon, et puis des sanitaires adaptés. Parce que ça, c'était le gros souci pendant le Covid. Il fallait qu'on fasse attention, il fallait laver les mains des enfants, enfin c'était compliqué. Et je ne voulais pas que mes enfants de l'école revivent cette situation. Donc voilà, ça a été bien. Les difficultés, on en a eu. On en a eu parce qu'un projet comme ça, c'est lourd à monter. Il faut chercher des sous, des finances. Et là, je remercie les partenaires financiers, donc l'État, le département, qui est toujours là quand on l'appelle d'ailleurs, et l'Accor également, et la région. Hein, donc on a été financé par tous ces organismes. La difficulté aussi, côté finance, c'est qu'on était parti sur un projet chiffré à 900 000 €, et puis que sorti de Covid, on s'est pris 30% d'augmentation.
qui n'ont pas été rajoutés. Quand les budgets ne suivent pas forcément les augmentations. Eh ben, on a été obligé d'emprunter. Un petit peu plus que ce qui était prévu, mais on l'a fait. On a maintenu ce projet malgré tout, malgré toutes ces difficultés, parce qu'on était persuadé que le résultat il serait là et qu'on aurait une satisfaction au niveau des élèves, au niveau des parents, au niveau du personnel qui travaille dans ces locaux. Et les enfants, c'est l'avenir. C'est l'avenir de nos villages. Si on ne fait pas tout ce qu'il faut pour les garder, et garder les parents aussi, parce que il faut trouver qu'il y ait un centre d'intérêt. Sinon, les gens s'en vont, ils changent de village, ils mettent leurs enfants dans d'autres écoles. Et la vie du village, elle passe par l'école. C'est vital, l'avenir, c'est nos jeunes. Voilà. Et la commune de Saint-Nizet, c'est 800 habitants 800 habitants sur 2400 hectares. Et donc combien d'enfants? On a environ une soixantaine d'enfants, ça oscille entre 58 et 62, 63. Ça évolue au cours de l'année. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Vous recevez ce trophée de la commune rurale des mains de Madame Peigné. Je vous laisse rejoindre le photocall pour la photo. Et nous passons à l'avant-dernier trophée de cette soirée, le 7e, qui récompense l'innovation. Et il est remis ce soir par Christophe Simon, directeur de Colas. Chez Colas, nous sommes engagés depuis plus de 90 ans à concevoir, construire et entretenir des infrastructures de transport durables. Nous le savons, les enjeux de décarbonation, de désimperméabilisation et de lutte contre les îlots de chaleur sont au cœur de vos attentes et de celles des concitoyens. Nous investissons continuellement dans des technologies et des solutions nouvelles afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité de nos infrastructures de transport. En tant que partenaire du Trophée des maires, nous sommes donc honorés de remettre ce soir le Trophée de l'innovation. Nos 600 collaborateurs, présents au sein de 8 implantations sur le Rhône, sont à vos côtés pour imaginer et concevoir les routes et infrastructures de demain. Bonsoir, Monsieur Colas. Monsieur Simon, pardon. J'étais déjà sur l'entreprise, pardon. Monsieur Simon, donc directeur régional de Colas. Enchanté. Comment l'entreprise intègre l'innovation dans ses projets, dans les projets Voilà, bah alors, chez Colas, l'innovation, c'est vraiment une culture. Un Colas, ça vient de colle d'asphalte. Ça fait près de 100 ans, c'est un brevet qui avait été déposé, donc c'est quelque chose de très présent. Donc colle d'asphalte. Voilà, du bitume froid, des voilà. procédés. Voilà. Je pourrais vous parler, allez, recherche et développement. On a fait une belle réalisation expérimentale avec la CERL sur la commune de Genasse, avec une des premières routes 100% minérales, donc sans bitume, sans ciment. Voilà, donc une innovation de rupture qui fait forcément baisser le poids de carbone. Donc là, c'est sur la partie expérimentale. Et puis au quotidien, c'est tout le travail que font nos équipes avec les collectivités pour faire des infrastructures plus durables, pour trouver des solutions. On parlait de carbone, d'énergie, de matériaux recyclés, de stocker l'eau aussi. On a parlé au début beaucoup des problématiques d'eau, de comment on rend nos chaussées, nos trottoirs perméables, et puis comment on rend toutes les infrastructures plus sûres. Alors on a parlé tout à l'heure de papote, d'échanges, de rencontres. Comment renforcer les synergies entre les entreprises innovantes, qui proposent donc des solutions innovantes, et les élus? Alors, avant les synergies, je profite d'être sur scène ce soir. C'est vrai qu'il y a une très belle dynamique collective sur l'année 2025. On a vu d'ailleurs encore ce soir beaucoup de projets, beaucoup de travaux. Et c'est vrai que on a également dit un peu d'incertitude au niveau national. On sait également que l'an prochain, c'est pour beaucoup c'est les élections municipales, des périodes où traditionnellement on a un fort ralentissement des projets. Donc c'est vrai que le premier enjeu, c'est d'arriver à continuer à investir dans ce patrimoine routier, et puis par rapport aussi à tous les emplois qui sont derrière. Dans les points de rencontre, il y a tous ces échanges qu'on peut avoir avant les projets, des phases de sourcing qui permettent de mettre d'un côté les besoins des collectivités, puis d'autres les solutions qui peuvent être innovantes des entreprises. Et puis enfin, dernièrement, dans les phases d'appel d'offres, d'ouvrir variantes, parce que souvent les entrepreneurs, ils peuvent avoir des solutions qui vont être plus économiques, plus écologiques, ou qui permettent d'améliorer les délais. Alors, merci monsieur Simon. Vous allez remettre ce soir le trophée, mais avant ça, on va découvrir le lauréat du trophée numéro 7, celui de l'innovation.
J'ai le plaisir de remettre le trophée à la commune de Saint-Priest pour le projet d'extension du centre nautique Pierre Mendès France. Bonsoir, Monsieur Gascon. Donc, Gilles Gascon représente ce soir la commune de Saint-Priest. Il en est son maire et il est accompagné de... Notre adjoint au sport, Laurent Chouève, qui a le plaisir d'être avec nous ce soir. Alors, Monsieur Gascon, l'extension du centre nautique Pierre Mendès France se distingue par l'utilisation de murs en béton de bois. Qu'est-ce que c'est? Alors là, il va falloir vous expliquer parce que du béton de bois, c'est pas courant. Déjà, merci à Claire Peigné, Association des maires de France et le Progrès, de faire un zoom sur nos collectivités. C'est important pour tout le monde. En fait, pour refaire très rapidement un petit peu l'histoire, Saint-Priest, c'est 3 centres nautiques complètement dispersés dans notre commune, avec des coûts de fonctionnement énormes. Ça doit parler à mes collègues maires. Et donc, on a voulu faire un centre nautique unique, de manière à pouvoir éviter des charges de fonctionnement énormes. Et donc on voulait un agrandissement de ce centre nautique un peu exemplaire, donc avec des matériaux biosourcés. On a l'habitude de voir des équipements qui sont montés avec des dalles en béton, etc., préfabriqués. Et là, cette innovation, c'est du béton-bois, et qui a cette particularité de pouvoir associer le béton avec le bois, des particules de bois, et qui viennent, en plus de la région, qui viennent de la Drôme. Donc un équipement innovant, avec un bilan carbone exemplaire également, et ce qui nous a permis de faire partie. Il y a 2 équipements en France qui ont été construits avec cette structure, et la rénovation de notre piscine, l'agrandissement, est le plus grand équipement qui ait pu être fait avec cette combinaison de bois-béton. Alors, c'est un équipement, vous l'avez dit, au service de tous. En quoi il reflète une vision, votre vision d'une innovation utile, sociale, ancrée dans le territoire? Alors, il y a plusieurs choses. C'est que nous avons voulu aussi adapter cet équipement, j'ai envie de dire, aux plus fragiles, aux personnes handicapées à mobilité réduite, personnes à mobilité réduite en PMR, avec différents bassins. Également un bassin pour les bébés nageurs, et comme on le sait, ces bassins doivent, alors pour les bébés nageurs en l'occurrence, doivent être surchauffés. Et dans cette innovation d'agrandissement de piscine, nous avons pu la relier avec le chauffage urbain qui est en train d'arriver dans la commune, ce qui va nous permettre également de baisser le coût de fonctionnement sur les fluides, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Donc il y en a un peu pour tout le monde, et ce qui nous a permis également, et ça il faut le souligner parce que l'argent public coûte cher aujourd'hui, de pouvoir passer une convention avec une commune voisine, qui est la commune de Mions, qui permet aussi à ses habitants de pouvoir venir profiter de ce bel équipement. Donc ça rayonne au-delà... au-delà de la ville de Saint-Priest, et nous en sommes fiers. Alors la ville de Saint-Priest, en 2022, a obtenu 4 lauriers sur 4 possibles au label Ville active et sportive, label qui reconnaît la pratique sportive donc de la ville et le travail des clubs et l'engagement des bénévoles. 4 sur 4 en fait. C'est quoi la suite ? C'est de maintenir, bonsoir à tout le monde, c'est de maintenir ces 4 lauriers. On fait tout pour, et je tiens déjà à remercier Monsieur le maire parce qu'on parle de cette piscine. On va dire que, sans faire de jeu de mots, la ville de Saint-Priest a nagé un peu à contre-courant parce que, comme vous le savez, beaucoup de villes sont soumises à des problèmes économiques, et Monsieur le maire a vraiment soutenu ce projet pour répondre à une forte demande, puisqu'il faut le savoir que sur Saint-Priest, nous avons quasiment 2000 licenciés en natation, mais aussi il faut répondre aussi aux prérogatives de l'État, de l'éducation nationale pour le savoir nager. Donc on a 16 groupes scolaires sur Saint-Priest, et on a voulu les accueillir dans vraiment des conditions excellentes. Je ne vais pas parler de technicité, mais voilà, par rapport aux clairs en mine qu'il y avait dans notre ancienne piscine, là vraiment, tous les nageurs peuvent vraiment profiter de ce bassin dans des conditions vraiment optimales. Voilà. Bon alors, comme le 12 décembre, on est tous à Villefranche, quand est-ce qu'on pique une tête à Saint-Priest ?
Quand vous voulez. Voilà. Quand vous voulez, vous êtes tous les bienvenus en tout cas. Et je voudrais rajouter, parce que vous parlez des 4 lauriers pour la ville active et sportive, on peut le dire aussi, nous venons d'obtenir les 4 fleurs pour la ville de Saint-Priest également. Et c'est une grande fierté parce que ça fait partie aussi de l'environnement. Et c'est une belle réussite. Bah écoutez, merci monsieur Simon. On va vous remettre ce trophée. Et je vous laisse rejoindre le photocall pour la photo souvenir. Alors cette 16e édition des Trophées des maires du Rhône touche presque à sa fin. Nous sommes au dernier trophée de la soirée. Il a une valeur particulière puisqu'il s'agit du coup de cœur des lecteurs du Progrès. Le vote s'est déroulé en ligne du 27 septembre au 8 octobre. 4 communes étaient en lice, la commune de Loire-sur-Rhône pour son centre commercial, la commune de Saint-Genis-Laval pour son dispositif Open Plus, la médiathèque en libre accès, la commune de Rontalon pour le Land Art, l'art de la nature avec la nature, dans la nature et pour la nature, et Matthew Burton et la commune de Sainte-Foy-les-Lyons pour son projet Opération Les Balcons Verts, faire pousser la nature sur les balcons fidésiens. Avant de découvrir laquelle a été plébiscitée par les lecteurs du Progrès, veuillez accueillir Fabien Barboteux, directeur régional de LP Promotion. Depuis plus de 30 ans, le groupe LP, promoteur engagé et innovant auprès des territoires, est présent dans 5 régions en France. Nous développons 3 métiers principaux, l'exploitation de résidences, la promotion immobilière et le syndic de copropriété. Depuis 2023, nous sommes société à mission. Présents en Auvergne-Rhône-Alpes depuis quelques années maintenant, nous y développons l'ensemble de notre panel produit. Cela va de l'étudiant en passant par le co-living, mais aussi la résidence senior comme ici à Vénissieux. Nous y développons aussi des projets de logement, locatif et accession. Depuis peu, notre filiale Vers son Père nous permet de revaloriser avec efficacité les cœurs de ville. Cet ensemble de produits et de modalités d'intervention fait notre force et notre dynamique auprès des territoires en coproduction avec eux. Nous sommes tout particulièrement fiers ce soir de remettre ce prix. Bonsoir Monsieur Barboteux. Donc vous êtes directeur régional de LP Promotion. En tant qu'acteur de l'aménagement, que vous inspire ce prix coup de cœur qui met à l'honneur les projets plébiscités directement par les habitants du Rhône? Alors avant toute chose, je suis très fier de remettre ce prix. C'est le dernier. Probablement qu'il y aura un petit peu de soulagement de votre part. C'est aussi une sorte de consécration, puisque nous arrivons au terme de la soirée. Et donc, quelque part, un peu la synthèse de l'ensemble des prix précédents. Approchez bien votre micro. Pardon, excusez-moi, c'est un peu la synthèse des prix précédents. Et comme chez LP, au regard des métiers que nous développons, nous avons structurellement et par culture un attachement très fort aux territoires dans lesquels nous nous implantons et dans lesquels nous développons nos projets. Il va de soi que remettre le trophée coup de cœur, quelque part, c'est remettre la petite touche sympathique et peut-être, on va dire, poétique de la soirée. Pour la poésie, on continue. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe puisqu'on va découvrir laquelle des 4 communes en lice a été plébiscitée par les lecteurs du Progrès. Le vote a eu lieu pendant 10 jours en ligne. J'ai le plaisir de remettre le prix coup de cœur à la commune de Sainte-Foy-les-Lyons, opération Les Balcons Verts, faire pousser la nature sur les balcons fidésiens. Bonsoir, bravo pour ce prix, Madame Sarcelli. Donc vous êtes maire de Sainte-Foy-les-Lyons. Le prix que vous recevez ce soir, c'est donc les balcons verts, faire pousser la nature sur les balcons fidésiens. Expliquez-nous.
Alors déjà quand même, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci au Progrès, merci à l'AMF, chère Claire, pour cette soirée. Et puis bien sûr, merci pour ce trophée coup de cœur. Merci au public. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est un trophée qui fait le plus plaisir parce que eh bien, ça nous renvoie à nos habitants et à tout ce que nous faisons. Et ils nous le rendent sur ce type de trophée. Donc je suis très 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 contente, je peux vous assurer. Alors les balcons verts. Mes collègues maires qui sont là ce soir vont comprendre de quoi je parle. La végétalisation de nos espaces publics est un véritable enjeu, et depuis très longtemps. Et lorsqu'on est maire, c'est quelque chose que l'on met en œuvre très très rapidement, parce qu'on comprend à la fois l'intérêt, bien évidemment, pour lutter contre le réchauffement climatique, mais on comprend aussi l'intérêt que ça a dans la vie de nos habitants qui s'approprient ces espaces. Et on s'est dit, finalement, il y a nous qui travaillons pour végétaliser ces espaces publics, et puis il y a les habitants qui, je peux vous l'assurer, en grande majorité sont toujours responsables et vertueux. Et on s'est dit comment on peut les accompagner, les valoriser dans ces gestes de vertu qui font leur quotidien. Et donc, on a eu cette idée de leur proposer des potagers composteurs pour mettre sur leur balcon. Bon, évidemment, c'était bien souvent destiné à des familles qui habitaient en vertical, en collectif vertical. Et puis c'était aussi l'idée de ce petit symbole. Sainte-Foy-les-Lyons est souvent appelé le balcon vert de la métropole de Lyon, parce qu'on était un petit peu en hauteur et qu'on regarde Lyon et la métropole. Et du coup, on s'est dit, on va verdir les balcons, et ça s'est appelé l'opération des balcons verts. Et combien de familles ont participé alors à cette opération? Alors, plus d'une centaine de familles ont participé à cette opération. Je voudrais évidemment féliciter les services de la ville qui se sont bien battus parce qu'il a fallu faire des opérations de communication très importantes pour pouvoir les amener à s'approprier ce projet, venir voir ce que c'était. Et je voudrais faire un salut à l'équipe de Circle, avec sa fondatrice notamment Marie de Cogniou, qui a conçu ce potager composteur et qui, par-delà le balcon vert, par-delà le geste de compost et de jardinage en ville, eh bien, accompagne les familles. C'est comme une communauté qui s'est créée, qui échange et qui apprend de plus en plus sur les lombrics. Écoutez, il y a beaucoup de choses à apprendre de ces petites bêtes. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Vous allez recevoir ce trophée ce soir, donc le dernier trophée, le trophée coup de cœur des lecteurs. Bravo. Je vous laisse rejoindre le photocall pour la dernière photo. Alors, c'est la dernière photo souvenir, mais il y en aura bien d'autres dans votre journal dès demain, votre quotidien régional Le Progrès, et aussi donc sur le site internet, mais aussi dans un supplément numérique. C'était les trophées des maires du Rhône, de la métropole de Lyon et des présidents d'intercommunalités organisés par Le Progrès et l'AMF 69. Merci à nos partenaires Altis France SFR, Colas, le groupe CERL, LP Promotion, la Banque des Territoires et Total Énergie. Et avant de vous laisser profiter du cocktail, je sais que vous êtes pressés, une dernière petite photo. J'appelle les partenaires, donc les remettants et les lauréats à me rejoindre pour une photo de groupe. Merci beaucoup et bonne soirée. Tout en haut.
Bon, bah voilà.